Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être si nombreux ce soir pour accueillir Youssef Boussouma. Alors, merci déjà à toi, Youssef, d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur pour moi. Et merci à Guillaume et au Secours Rouge de participer à l'organisation de cette conférence. Alors, on est ici ce soir pour parler des résistances politiques palestiniennes, en lien justement avec la guerre et le nettoyage ethnique en cours à Gaza. Donc je vais commencer tout de suite par te poser des questions et rentrer dans le vif du sujet. Pour information, on va faire 40-50 minutes de questions partagées entre nous deux. Et ensuite, on va faire 1 heure de questions réservées pour le public pour que vous puissiez aussi poser vos questions. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu du contexte historique autour de cet événement et particulièrement aussi lié au Hamas. On va commencer par cette question. Donc, quelle forme de résistance y avait-il avant le Hamas ? Quelle forme de résistance D'abord, bonjour tout le monde et merci d'être... Chers camarades, d'être aussi nombreux, c'est un honneur pour tous les camarades du POP et aussi ma première visite à Lausanne qui m'enchante. Et donc, quand tu dis forme de résistance, c'est-à-dire à quelle période précise, s'il te plaît ? Tu veux dire avant le 7 octobre ? Non. Non, avant la création du Hamas. Ah, d'accord. Alors d'abord, avant la création du Hamas, il faut savoir que, que la Cisjordanie et Gaza donc, ont été longtemps sous occupation militaire, israélienne bien sûr, étaient donc sous occupation militaire, en vérité, il faut remonter à la première intifada en 87. Il faut remonter à la première intifada en 87. Et on peut dire que jusqu'en 1987, les formes de résistance sont réduites, puisque pour comprendre cela, on doit faire un petit retour en arrière sur comment s'est structurée la résistance palestinienne, comment elle s'est structurée, comment elle s'est organisée. La résistance palestinienne, d'ailleurs on pourra revenir sur le terme de résistance, pourquoi on dit résistance palestinienne même ? On ne dit pas mouvement de libération palestinien comme dans d'autres pays du monde. Pourquoi on dit bien, et le terme résistance a une signification. On pourra revenir dessus, mais c'est Jean Genet qui, vous savez, actuellement à Paris, il y a une exposition sur la Palestine à l'Institut du monde arabe. C'est tombé, voilà, et qui a été d'ailleurs prolongé, si les gens sont intéressés. Mais il y a la valise de Jean Genet dedans. On a retrouvé il y a des effets qui appartenaient à l'écrivain Jean Genet, qui, vous le savez, était très proche de la résistance palestinienne, justement, très proche, et qui a séjourné dans les bases de Fedaïn, de commandos palestiniens, après Septembre Noir. Et donc, du coup, il y a un moment, il y a une note de Jean Genet où il dit c'est très bien d'avoir choisi le terme de résistance palestinienne. Et, parce que les mots ne sont jamais fortuits, évidemment. C'est toujours très important, les mots. Ça on le sait en général. Hein. Mais si les Palestiniens ont appelé leur mouvement résistance palestinienne, et non pas mouvement de libération palestinien, ou Front de libération nationale comme le FLN algérien, c'est qu'il y a une raison précise. C'est que le peuple palestinien revient de loin, en vérité. Il revient de très loin. Il aurait dû disparaître, en fait, ce peuple. Il aurait dû disparaître si le mouvement sioniste s'était développé, disons, à une période antérieure. Le peuple palestinien aurait connu le sort de tous les peuples indigènes, dont on a, pour certains, même plus la trace aujourd'hui. Je sais pas, je prends par exemple le peuple de Tasmanie, on ne sait même pas à quoi ressemblaient les Tasmaniens, puisque la dernière Tasmanienne, enfin, c'est pas très bien de ma part de dire ça, mais enfin, c'est vrai, la dernière Tasmanienne est morte dans les années 20, et elle avait le sentiment d'être la dernière de son peuple. Hein. Vous trouverez la dernière Tasmanienne. Voilà. Donc le peuple palestinien est rescapé, est vraiment un peuple rescapé, et donc pour lui, le terme de résistance a un sens. Ce qu'il fallait pour le peuple palestinien, c'est d'abord exister, et d'ailleurs aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes exactement dans la même situation, où c'est
c'est une guerre d'existence que mène le peuple palestinien aujourd'hui. Enfin, c'est une résistance face à une tentative d'annihilation de véritable génocide. Parce que la volonté de le faire disparaître a toujours existé, d'une façon ou d'une autre. Hein, de façon soft ou de façon brutale. Mais c'est un peuple de trop. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un peuple de trop. Donc, c'est pas la peine de parler de processus de paix ou de quoi que ce soit. Depuis le début, le but est de le faire disparaître gentiment, avec son accord si possible. Ce serait tellement bien. Avec son accord, s'il acceptait de se fondre dans les sables d'Orient, comme dans les Mille et une nuits. Vous savez, il disparaît, voilà. Comme le génie qu'on fait rentrer dans une bouteille. Là, c'est le contraire. Ben, s'il pouvait faire ça, ce serait extraordinaire. Mais il ne le veut pas. Et depuis le début, il tente de résister. Dans une extraordinaire dignité. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire qu'avant, dans les territoires occupés, donc ce qu'on appelle les territoires occupés, et bien Cisjordanie et Gaza, jusqu'à la première intifada, depuis la guerre de 67, c'est la loi martiale, c'est la loi militaire. Il y a quoi ? Il y a des maires, parfois ce sont des maires qui ont été mis en place par l'occupant. Parfois, ce sont des maires qui, à un moment, vont être élus, mais qui vont subir des tentatives d'attentats, etc., etc. La vie politique se trouve à l'extérieur. Elle se trouve à l'extérieur, elle se trouve dans les camps de réfugiés palestiniens. C'est dans les camps de réfugiés palestiniens qu'est née la vie politique palestinienne, en vérité. Puisque l'activité principale, enfin le mot d'ordre principal des Palestiniens, c'est un mouvement qui s'est constitué à l'extérieur, qui ne s'est pas constitué à l'intérieur. Il y a eu un tel écrasement après 1948, un tel écrasement que vous le savez, les 2 tiers du peuple palestinien vont être dispersés. Et c'est donc dans les camps de l'exil, c'est dans l'exil que tout va se constituer. C'est dans l'exil que Yasser Arafat et les principaux des militants qui deviendront donc la direction palestinienne, c'est dans l'exil qu'ils vont se constituer. Donc c'est assez inédit. C'est une lutte assez inédite. Et donc c'est dans les camps de réfugiés, et particulièrement dans les camps de réfugiés de Jordanie, de Syrie, etc., et d'abord de Jordanie, que va naître la vie politique palestinienne. Ce qui fait que pendant très longtemps, et on peut dire que jusqu'à 82, on verra que 82 c'est vraiment un tournant, jusqu'en 1982, et le départ des combattants palestiniens de Beyrouth, à la suite de l'invasion du Liban par Israël, avec l'épisode que malheureusement tout le monde a en mémoire du massacre des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, eh bien jusque-là, c'est dans l'exil que tout se fait. Et jusqu'en 82, et même au-delà de 82, puisqu'il y a encore des groupes combattants qui resteront au sud Liban, eh bien l'action se fait de l'extérieur. Le centre politique palestinien, c'est dans les camps de réfugiés. C'est là-bas qu'il y a toute la vie politique. C'est là-bas que se sont constitués tous les camps toutes les organisations palestiniennes les plus importantes. Et donc, du coup, eh bien, l'essentiel de l'activité politique consiste à revenir au pays. Donc, à revenir, à mener des actions de l'extérieur vers la Palestine. Ce qui fait que, après 1967, dans ce qu'on appelle les territoires occupés, Cisjordanie et Gaza, il n'y a pas une grande vie politique parce que tout est axé vraiment vers l'extérieur. Il n'y a pas tellement de vie politique, il n'y a pas tellement de... Et donc jusqu'au moment où Hamas va se constituer en 1987, en Cisjordanie, pour revenir sur ta question, et là je vais revenir là-dessus, eh bien il n'y a pas une vie politique intense, avant les accords d'Oslo, parce que justement il faut revenir aussi aux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo en 1993 vont revivifier la vie politique à Gaza et en Cisjordanie. Beaucoup d'associations vont naître, d'associations à caractère social, mais aussi à tous les niveaux, des caractères syndical, social, etc. vont naître. Comme groupe politique, groupement politique, si on pense précisément à Gaza, il y a surtout le Parti du peuple palestinien, l'équivalent du Parti communiste en fait, qui en 91 à son congrès va se transformer en Parti du peuple palestinien, on le verra, avec une grande figure, Abdel Shafi, qui est décédé maintenant, mais qui était une grande figure. Et donc cette vie politique, elle est quand même complètement écrasée par les accords d'Oslo, ce qu'on appelle les accords d'Oslo.
vous savez tous ce que sont ces accords d'Oslo, en 1993, qui ont été mis en place qui ont été conclus par Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien. Et donc, selon ces accords d'Oslo, un État palestinien aurait dû être créé 5 ans après 1993. Évidemment, comme vous le savez, cet État palestinien n'a pas été créé. Et contrairement d'ailleurs à une légende, ces accords d'Oslo n'ont pas reconnu l'État palestinien, ils ont reconnu l'OLP comme représentant du peuple palestinien, mais ils n'ont pas reconnu d'État palestinien, alors que les Palestiniens, à l'inverse, reconnaissaient l'État d'Israël en contrepartie. Mais toujours est-il que la vie politique, eh bien, elle est marquée par l'épisode qu'on appelle la première intifada en 87. En 87, éclate une grande insurrection en Palestine, en Cisjordanie et Gaza, qu'on appelle l'intifada, qui veut dire soulèvement en arabe. Et cette insurrection de 87, en fait, elle fait suite à une déprime au plan politique, le départ des Palestiniens du Liban en 82. En 82, suite à l'invasion du Liban, toutes les forces palestiniennes ont dû quitter le Liban. Donc il y avait environ 10 000 combattants palestiniens au Liban, qui, selon les termes d'un accord, guidés par Yasser Arafat, ont dû quitter le Liban. Et c'est comme ça que fonctionne le peuple palestinien. En fonction des moments de l'histoire, c'est tel segment du peuple qui prend la direction de la lutte. Ça, c'est vraiment intéressant. Parfois, ça va être les Palestiniens qu'on appelle les Palestiniens de 48, ce qu'on appelle l'État d'Israël. À d'autres moments, ça va être les Palestiniens de l'exil, des camps de réfugiés pendant très longtemps. Donc d'abord en Jordanie et ensuite au Liban, après 69, après l'éviction des Palestiniens de Jordanie. Les Palestiniens se retrouvent au Liban. Et après le départ des Palestiniens, de la direction palestinienne du Liban, et les Palestiniens, la direction se retrouvent à nouveau dispersés, eh bien, c'est la Cisjordanie et Gaza qui vont prendre le relais. Mais c'est assez extraordinaire parce que sans qu'il y ait d'entente, c'est assez intéressant à remarquer. Donc on voit bien que les Palestiniens tournent autour de la Palestine depuis toujours, depuis 1948. Et donc du coup, eh bien, il y a cette première intifada qui éclate en 87. Donc cette insurrection qu'on a appelée l'intifada des pierres, puisque, je le dis bien, de 67 jusqu'en 87, pas un seul coup de feu n'avait été tiré en Cisjordanie et Gaza par les Palestiniens. Et cette résistance, c'était avant tout une résistance civile, une résistance sans armes, puisqu'à chaque fois qu'il y avait eu des opérations, ça venait de l'extérieur. C'était les groupes de Fedaïn qui étaient à l'extérieur. Donc, lorsque le Hamas va se développer, on a donc quand même une vie politique qui est là. Il y a des formations politiques qui sont apparues à la faveur, donc malgré tout, des accords d'Oslo. Il y a des associations. Il y a ce parti du peuple palestinien, mais qui est opposé donc aux accords d'Oslo. On pourra en dire un mot parce qu'en fait, le parti la figure principale, Abdel Shafi, mais aussi en liaison avec d'autres figures marquantes de la vie politique palestinienne, dont Hanan Ashrawi, eh bien, étaient opposés aux accords d'Oslo parce qu'eux ont plus été liés à la conférence de Madrid. Ce qu'on appelle la conférence de Madrid qui a précédé les accords d'Oslo. Enfin bref. Et donc, cette vie politique, elle est polarisée par d'abord Yasser Arafat, qui lui est évidemment le promoteur des accords d'Oslo, mais aussi par des groupes qui sont opposés aux accords d'Oslo. Et parmi ces groupes qui sont opposés aux accords d'Oslo, eh bien, on a évidemment, je l'ai dit, le Parti du peuple palestinien, l'équivalent, mais on a aussi des formations qui sont revenues en Palestine à la faveur des accords d'Oslo. Et une qui est importante, qui est le FPLP. Mais aussi le FDLP. Alors le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, j'en dirai un mot ensuite, et le FDLP, le Front Démocratique de Libération de la Palestine, qui est une scission du FPLP, enfin bref. Et donc on a un certain nombre de formations de gauche qui sont opposées aux accords d'Oslo et qui expriment cette opposition à Yasser Arafat, mais en même temps, au moment donc, qui précède 2007, enfin non, on disait 2007,
hein. Enfin, Hamas a été créé en 87, hein. Mais on a ensuite une seconde intifada qui éclate, elle, en 2000. Et qui, elle, est une intifada qui est armée et qui, on le sait, est soutenue par Yasser Arafat, en fait. Pour une bonne et simple raison, c'est que Yasser Arafat se rend compte que les accords d'Oslo, eh bien, Israël ne va pas forcément accepter de les appliquer, d'autant plus que Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, a été assassiné par un fanatique sioniste. Et donc, l'intifada que Arafat déclenche et soutient à partir de 2000, c'est pour accompagner l'application simplement de ces accords d'Oslo. C'était pas la Lune qui demandait, hein, il demandait juste l'application de ces accords d'Oslo. Mais il se rend compte que s'il n'y a pas une pression militaire, Israël n'appliquera même pas l'accord qui a été conclu pourtant. Et donc du coup, donc on a des groupes qui sont opposés à cela. Et c'est vrai que Hamas va se démarquer par une opposition radicale aux accords d'Oslo, déjà dans les années 90, en menant des actions, des opérations, notamment des attaques suicides, ce qu'on appelle des attaques suicides, hein, pour s'opposer. Mais c'est surtout parce que c'est aussi en réaction au terrorisme sioniste, avec notamment le terrible attentat de Baruch Goldstein à la synagogue de Hébron, c'était 95, je crois, et qui va faire je ne sais plus combien de morts, un nombre de morts absolument impressionnant. Et donc en réaction à cet attentat terroriste, qui va d'ailleurs être célébré par tout le mouvement sioniste, hein, où Baruch Goldstein, un fanatique sioniste, pénètre dans le caveau des patriarches à Hébron et massacre les gens en pleine prière. Il y a un nombre incroyable de victimes. C'est en réaction à cela que Hamas va commencer à faire des opérations kamikazes, parce que Hamas estime que ces accords d'Oslo, eh bien, c'est simplement un moyen pour les fanatiques sionistes d'avancer leurs pions, d'abord de développer la colonisation, qui va se renforcer terriblement à ce moment-là, et puis aussi de commettre des exactions, des attentats comme celui au caveau des patriarches. Donc, pour répondre à ta question, excusez-moi d'avoir été un peu long, la vie politique, c'est une vie politique qui est armée, mais on peut dire qui est armée mais limitée, qui est donc cette seconde intifada, puisque dans cette seconde intifada participe le Fatah d'Arafat, c'est clair, hein, les Tanzim, ce qu'on appelle les Tanzim, les jeunesses du Fatah, mais aussi à cette seconde intifada se joignent aussi d'autres formations de gauche, enfin on dirait d'extrême gauche en France, hein, comme le FPLP, le FDLP, etc. C'est un petit peu long, excusez-moi, mais c'est pour retracer le paysage. Donc c'est vrai que la vie politique avant 87 était une vie politique qui n'était pas du tout armée. On dit souvent pourquoi les Palestiniens n'ont pas usé d'autres formes de lutte, etc., etc. Mais ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Et encore, on peut remonter à avant la création de l'État d'Israël, déjà dans les années 20. Tout le monde le sait, dans les années 20, c'était sans arrêt, c'était des délégations, des manifestations, des délégations de féministes palestiniennes, même aussi déjà. Il y a des tas de photos qui nous montrent des féministes palestiniennes, musulmanes et chrétiennes, même des musulmanes bâchées carrément, hein, je veux dire, mais de la bourgeoisie musulmane, de la bourgeoisie chrétienne, qui vont protester en disant qu'est-ce que ça veut dire contre les autorités britanniques, etc., etc. Donc les Palestiniens ont absolument tout essayé. Hein. Ils ont essayé des pétitions. Il y a cette révolution de 36-39 qui va malgré tout qui va échouer, mais avec quelques apports, mais enfin globalement qui va être réprimé terriblement. Ensuite, il y a eu 48, et ensuite pour revenir. Donc je ne connais aucun peuple au monde qui n'ait pas essayé toutes les formes possibles de lutte que le peuple palestinien. Alors en 87, lorsqu'il y a cette révolte qu'on appelle l'intifada des pierres, ce sont des gamins qui tirent des pierres contre l'armée israélienne. Alors tout démarre, selon un petit peu l'anecdote, enfin bon, par un accident de voiture, enfin un accident de circulation, je veux dire, qui aurait été causé par un camion militaire israélien qui va renverser plusieurs habitants de Gaza. Les Palestiniens disent que c'était volontaire, que ce camion militaire a roulé volontairement sur des passants palestiniens sur le côté. Bon, ça va être le déclenchement de cette intifada. Mais il y a longtemps que le peuple palestinien rongeait son frein
en 87. Hein. C'était l'occupation militaire depuis 67. C'était l'absence totale de liberté. Et les gens ne savent pas ce que c'est que l'occupation militaire, mais l'occupation militaire, c'est un mot, c'est un doux mot, occupation militaire. En fait, c'est un fascisme où il n'y a plus aucune liberté fondamentale. Où il n'y a plus aucune liberté fondamentale. Il faut enfin dire que le colonialisme, c'est un fascisme. Ce que les Palestiniens subissent, c'est un fascisme. Et objectivement, si on prend toutes les caractéristiques historiques que l'on peut attribuer au fascisme, ça coche toutes les cases. Ça coche toutes les cases. Où on peut exécuter des gens comme cela, où on peut les torturer sans aucun problème, on peut les emprisonner sans aucun problème, avec toute une législation qui pour partie date de la législation britannique de l'époque du mandat, qui a été durcie. Donc voilà. Hein. Donc, quand éclate et en 87, on oublie aussi, il y a même, je le disais, il y a même un Palestinien américain qui, au moment de l'intifada, se dit bon, je vais appliquer les méthodes de Gandhi en Palestine. Hein, donc il arrive des États-Unis, c'est un Palestinien américain, il est complètement épris des méthodes de lutte non violente de Gandhi, etc. Vous oubliez son nom, on peut le trouver facilement. Et il arrive des États-Unis, fort de son passeport américain en plus, hein, de sa nationalité américaine. Il dit voilà, je vais appliquer. Alors il commence à appliquer et ça commence à marcher. Pendant plusieurs mois, il commence à organiser des grands sittings, des refus, vous savez, des refus d'obéissance, enfin des grèves de différentes choses, de taxes et autres. Et ça ne va pas durer. Au bout de 3 mois, on le met dans un avion, puis on dit au revoir, bye bye. Il est jamais revenu, d'accord. Tout Américain qu'il fut. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours amusant quand des gens disent, enfin c'est amusant, c'est pas drôle du tout, mais les Palestiniens devraient essayer autre chose. Bah oui, mais écoutez, voilà. Je lisais un article l'autre jour de Madame Butler, la sociologue, éminente sociologue, qui est formidable, mais elle dit à un moment dedans, elle dit dans son texte, alors son texte, bon, il y a des choses bien, il y a des choses, mais elle dit à un moment, elle dit, pour imaginer d'autres formes de lutte qui puissent... Mais quelle autre forme de lutte ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Essayer de faire rire, peut-être par l'humour ? Essayer de faire rire les Israéliens ? Peut-être que par l'humour, ça a marché. Mais raconter des blagues, des choses, je ne sais pas. Donc voilà, on est dans cette situation. Et donc on n'est pas là pour juger telle ou telle autre forme de lutte. Hein. C'est au peuple eux-mêmes de décider. Mais c'est simplement pour dire. Hein. Alors, bon, très rapidement, je ne vais pas vous embêter, mais très rapidement, donc la vie politique, et particulièrement la vie politique de gauche, de ce qu'on appelle la vie politique palestinienne. Alors, donc cette vie politique, pendant longtemps, elle était dans ce qu'on appelle les chatat. Les chatat, c'est le mot arabe pour dire diaspora, en fait, l'équivalent de diaspora. Chatat. Et donc, et je vous dis, dès l'instant où les Palestiniens doivent quitter Beyrouth en 82, c'est la fin de beaucoup de choses. Puisque toute cette vie politique et toute la gauche palestinienne, alors je le rappelle, donc le parti du peuple palestinien, il était surtout à l'intérieur. Il n'était pas tellement à l'extérieur. Hein. Alors à l'extérieur, comme force de gauche palestinienne, on a bien sûr d'abord le FPLP. Alors le FPLP qui a été créé donc par Georges Habash, qui est donc un médecin, qui est chrétien évidemment, comme son nom l'indique, et qui vient d'un mouvement qu'on appelle le mouvement des nationalistes arabes. Hein. Et c'est ce mouvement qui s'appelle, cette très importante organisation qui s'appelait le mouvement des nationalistes arabes, qui va donner naissance en 1967 au Front populaire de libération de la Palestine. Hein. Donc là, je parle précisément de la gauche, je laisse de côté le Fatah, etc., les autres forces à référents religieux dont on parlera par la suite. Donc le FPLP, et ensuite il y aura une scission en 1974 du FPLP qui va s'appeler le FDPLP, qu'on appelle le FD plus prosaïquement, le Front démocratique de libération de la Palestine, dirigé par Naïef Hawatmeh, qui d'ailleurs est toujours vivant et qui est le seul des dirigeants historiques à être encore vivant. Hein. Naïef Hawatmeh, qui vit en Jordanie, hein, qui a été fondé par lui, et qui est donc une scission du FPLP, qui est aussi une force de gauche, donc avec en général toutes les références des forces de gauche, marquée bien sûr par la révolution d'octobre, marquée aussi par la révolution chinoise. Il y a toujours eu chez les Palestiniens, enfin dans les forces de gauche palestiniennes, il n'y a pas eu d'alignement directement sur l'un ou l'autre des pays au plan idéologique. C'est surtout au plan des expériences historiques. Ainsi, le Parti communiste palestinien s'est surtout constitué, non pas par la découverte du marxisme en tant que tel, au début du XXe siècle, enfin dans les années 20, 1922, mais c'est d'abord un parti qui a été constitué par des Européens, le Parti communiste palestinien en tant que tel, des Européens donc juifs qui émigraient, etc.,
et qui évidemment va très peu attirer les masses populaires non juives, parce qu'effectivement son action est surtout une action sociale, et il n'est pas très intéressé par la dimension nationale, hein, et donc de lutte contre le mandat britannique. C'est pour ça qu'il ne va pas tellement recruter parmi les masses musulmanes et chrétiennes palestiniennes. Mais toujours est-il que, en ce qui concerne le FPLP et le FDLP, donc la révolution, bien sûr, la révolution d'octobre va avoir un grand impact. Donc c'est surtout en termes d'expérience historique la révolution d'octobre et son énorme impact dans le monde entier, et entre autres au Moyen-Orient. C'est de là que c'est ça qui va attirer l'attention sur le communisme en tant que tel, en tant que forme de résistance. Et ensuite la révolution chinoise, évidemment. Alors pourquoi la révolution chinoise ? Parce que elle apparaît beaucoup moins dogmatique que le communisme soviétique, on va dire. Dans la mesure où, et là c'est quelque chose qui nous permet d'éclairer un petit peu la vision qu'on peut avoir des forces de gauche, c'est que la classe ouvrière palestinienne, où est-elle ? Et on n'a pas eu le temps de créer une classe ouvrière. Les Palestiniens n'ont pas eu le temps de créer une classe ouvrière réelle. C'est un pays donc rural, d'abord rural, d'artisans, de commerçants, etc. On n'a pas de centre industriel, on n'a pas de... Et donc la dialectique, disons, socialiste classique, hein, telle que l'URSS va la mettre en avant, eh bien, ne permet pas tellement de s'appliquer, puisque même pour le communisme officiel, la Palestine, et comme d'autres pays périphériques, comme des pays coloniaux, eh bien, c'était des pays où les classes ouvrières étaient en formation encore, où les prolétariats étaient en formation. Donc c'était difficile d'appliquer les théories marxistes classiques dans des pays où il n'existait pas encore un prolétariat, et le seul prolétariat qui existait en Palestine, c'était un prolétariat d'immigrants juifs, hein, donc sionistes, arrivés dans la région, et donc ça n'intéressait pas tellement. Bon, c'est ce qui se passera dans d'autres pays, comme l'Algérie, etc., comme dans d'autres formations coloniales. Alors toujours est-il que, par contre, la révolution chinoise permet de s'y retrouver. Parce que la révolution chinoise, elle parle de masse populaire, elle ne parle pas forcément de prolétariat. Et si vous prenez tout le vocabulaire, hein, et la dialectique chinoise révolutionnaire, eh bien on parle de masse populaire. On dit les masses populaires. Et les masses populaires, on intègre d'abord les masses rurales, parce que la Palestine est d'abord un pays rural au départ. Hein. Et puis on intègre aussi les petites classes, alors qu'on qualifierait de petites classes bourgeoises ici, mais qui en Palestine n'équivalent pas à des classes bourgeoises, hein, petites bourgeoises même pas. C'est les petits commerçants, c'est les petits artisans, c'est les petits... et qui sont vraiment ce qu'on appelle les classes populaires, les masses populaires. Donc, et la révolution chinoise en plus va intéresser beaucoup les Palestiniens. Donc là, je parle vraiment des années 60-70. Voilà ce qu'on peut dire. Donc FPLP, FDLP, et tout ça se développe. La chute de l'URSS, évidemment. Donc les années 80 sont fondamentales, avec d'une part le départ des Palestiniens du Liban, et ils perdent leur principale base. Et n'oublions pas une chose, c'est que l'essentiel des activités militantes palestiniennes, jusqu'en 82, un peu au-delà, mais ça va s'estomper, consistait en une chose principale, c'était, à partir de la frontière du sud-Liban, essentiellement, essayer de mener des opérations en Galilée, donc au nord de la Palestine occupée. C'était l'essentiel. Et pour ceux qui ont un peu de bouteille, on va dire, ou qui se rappellent, mais c'était quasiment tous les jours, ou en tout cas 2-3 fois par semaine, parce qu'il y avait une rivalité entre les formations aussi, palestiniennes. Hein, il y a quand même une quinzaine d'organisations palestiniennes, hein, de lutte armée. Eh bien, on envoyait des commandos essayer de franchir cette frontière pour mener des opérations contre les kibboutz ou les colonies du nord de la Palestine occupée. Et bien sûr, très peu réussissaient. Et très peu réussissaient, évidemment, parce que c'était une des frontières les mieux gardées au monde. Mais c'était l'existence des organisations. Et les gens disaient, mais pourquoi s'acharner à mener des opérations suicides qui sont vouées à l'échec à chaque fois ? Mais si les Palestiniens n'avaient pas fait cela, il y a longtemps que la lutte palestinienne n'existerait plus. Vous connaissez la fameuse parabole qui peut s'appliquer à la Palestine, et que moi j'aime bien parce qu'elle correspond tout à fait.
c'est en rapport avec la résistance française. C'est en rapport avec la résistance française. En 1945, beaucoup de gens s'interrogent sur la résistance française. Est-ce que, d'un point de vue strictement militaire, d'efficacité, hein, est-ce qu'elle a été efficace finalement, est-ce que ça en valait la peine? À chaque fois, ça entraînait des représailles des nazis, etc. Mais déjà à l'époque, on s'interroge. Hein. C'est en pleine occupation. Bah, vous savez, dire que la résistance française a été très très populaire pendant la guerre, non. Elle l'est quand elle a gagné, en 1945, mais pas avant. Mais toujours est-il que des gens s'interrogent. Et quelqu'un, un écrivain français, a une très belle formule. Et il dit, on se demande si la résistance a été efficace. Si elle a été efficace. Et là, il a une image, il dit, vous pouvez prendre dans votre main une abeille. Et vous la serrez dans votre poing. Et vous la serrez jusqu'au moment où vous allez l'étouffer. Mais l'abeille ne mourra pas sans vous avoir piqué. Alors c'est rien du tout, on ne va pas mourir d'une piqûre d'abeille, hein, sauf cas exceptionnel. Mais il ajoute, certes, mais si les abeilles ne piquaient pas, il y a longtemps qu'elles n'existeraient plus. Et c'est exactement cela. Donc toutes ces organisations palestiniennes, on peut appliquer ce schéma. Certes, c'était des piqûres d'abeilles, mais si elles n'avaient pas fait cela il y a longtemps, qu'il n'y aurait plus de résistance palestinienne. Et donc, chaque semaine, on avait en tête des journaux, au Liban ou ailleurs, tel commando de telle organisation a tenté, etc. 2, 3, 4 martyrs à chaque fois. Vous voyez? C'était ça l'essentiel. C'était donc ce concept de résistance, il était là. Il savait très bien qu'il n'allait pas bouleverser l'ordre du rapport de force avec cela. Mais c'est pour ça que ce terme, c'est très important, ce terme de résistance. Donc voilà un petit peu où on en est. Et donc c'était comme ça. Donc vous aviez à peu près au moins une quinzaine d'organisations palestiniennes. Parce que quand je vous dis le FPLP, le FDLP, il y en a beaucoup d'autres. Le Front de lutte populaire palestinien, le Front de libération palestinien, etc., etc., etc. Bon, il y en a des tas d'autres. Et bien sûr le Fatah, etc., etc. Donc des formations d'abord nationalistes, de gauche, et pas encore à référent religieux. Et là, on va dire un mot, pourquoi le Hamas apparaît un petit peu. Et, alors donc du coup, le gros problème, c'est effectivement le départ de Beyrouth, où là les Palestiniens perdent leur base principale. Donc du coup, ça va créer une désaffection parmi les forces de gauche. Et puis surtout, un autre coup qui va être porté, c'est la chute de l'URSS. Et du camp socialiste, puisque l'URSS, le camp socialiste, aidait beaucoup ces formations de gauche palestiniennes. Aidait beaucoup. Je dis que si les Palestiniens ont eu comme référent plus la révolution chinoise, ça n'empêche pas qu'ils avaient d'excellentes relations avec, et même peut-être davantage de relations pratiques avec le camp socialiste classique en Europe. L'URSS, l'Allemagne de l'Est, etc., énormément. Et énormément, je dis bien énormément. Et je me souviens de combattants palestiniens, enfin que j'ai pu connaître en Syrie dans les années 80 et qui me disaient qu'ils avaient été qui avaient été blessés pendant l'invasion du Liban et qui avaient été soignés en Allemagne de l'Est, par exemple. On envoyait des avions chercher les blessés pour les soigner en Allemagne de l'Est. Vous voyez, c'était quand même assez important. Et donc c'est évident que la chute de l'URSS va priver toutes ces formations d'abord d'un soutien financier très important. Oui, on a besoin d'argent pour avoir des activités politiques, hein, c'est bien sûr. Mais surtout, ces organisations palestiniennes, ce ne sont pas uniquement des organisations combattantes, ce sont aussi tout un tissu d'associations, d'organisations de jeunes, de femmes, etc. On oublie toujours, il y a des œuvres sociales, hein, les familles des martyrs, les familles des prisonniers. Et tout cela, c'était extrêmement important. Donc, c'est évident que la fin du camp socialiste va être un coup très dur. Donc, la fin, le départ de Beyrouth, l'effondrement du camp socialiste, tout cela va porter un coup très dur aux formations de gauche d'une façon générale. En plus des divisions au sein même du camp palestinien. Puisque les années 80, ça va être aussi une fracture avec l'intervention de pays arabes comme la Syrie et autres, hein, qui vont donc fractionner donc l'opposition de la Syrie, en gros du régime syrien avec la direction palestinienne, donc de Yasser Arafat et autres.
qui vont fractionner même les organisations. Le Fatah d'Arafat va être fractionné avec une faction dissidente. Il va y avoir la guerre des camps, enfin je vous épargne tout cela, il y a eu des multiples où les camps de réfugiés palestiniens vont être assiégés pendant des mois par un certain nombre d'organisations politiques liées à la Syrie. Ensuite il y aura réconciliation, etc. Mais l'OLP, les forces de l'OLP, parce qu'il faut quand même dire un mot, c'est que toutes ces organisations se retrouvent dans ce qu'on appelle l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine, qui est donc un front où se retrouvent normalement toutes les organisations et qui est un petit peu l'ossature d'une sorte de... c'est le fondement du CNP palestinien, du Conseil national palestinien. D'accord ? Donc l'OLP, qui est une sorte de grand parapluie où se retrouvent toutes les organisations. Mais du coup, quand l'OLP entre en conflit avec la Syrie, donc l'OLP, les bureaux de l'OLP sont fermés en Syrie, mais aussi au Liban, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de ces militants de gauche, du FPLP, du FDLP et autres, travaillent aussi à l'OLP. Et dès l'instant où l'OLP a des difficultés, eh bien, eux aussi ont des difficultés au plan alimentaire. Voilà, ça c'est un gros problème. Alors donc, maintenant, pourquoi le Hamas se développe ? D'abord parce que dès l'instant où toutes ces formations de gauche n'ont plus... c'est quoi une formation politique ? C'est pas uniquement une formation qui a un bureau politique et qui sort des tracts, qui sort des journaux. Lorsqu'on est une formation politique de gauche dans un mouvement de libération nationale, on doit libérer le territoire national. Et pas qu'en parole, concrètement, pratiquement. Donc avec des armes, forcément, à un moment ou à un autre. Alors si les Palestiniens avaient l'occasion de le libérer autrement qu'avec des armes, mais je crois que ce seraient les premiers à le faire. C'est pour ça que c'est toujours incongru cette question. Je veux dire, c'est les Palestiniens qui subissent eux-mêmes cette violence. Donc comment imaginer que ce soit par choix ? Non, on préfère la violence, on préfère mourir, nous, non, vraiment. Non, pas du tout. Tous les Palestiniens aiment la vie, quel qu'il soit de Hamas, du FPLP, de ce que vous voulez. Et ils adorent la vie. D'ailleurs, s'ils n'aimaient pas la vie, il y a longtemps qu'ils seraient résignés, justement, et qu'ils arrêteraient de lutter. Et c'est précisément parce qu'ils aiment la vie qu'ils luttent. Et c'est pas parce que pour avoir combien de vierges déjà, je ne sais plus combien, on leur promet de vierges au paradis. Parce que quand on lit la propagande sioniste, on a l'impression que c'est hallucinant. Enfin bref, donc, tous les Palestiniens aiment la vie, quel qu'il soit à référent religieux, à référent laïque, à référent nationaliste, de gauche, ou ce qu'on veut. Voilà. Et c'est précisément parce qu'il aime la vie qu'on aime le peuple palestinien, d'ailleurs. Alors, donc là-dessus... mais le problème, il est qu'il va y avoir une désaffection par rapport à la gauche libanaise, par rapport à la gauche palestinienne, pardon. D'ailleurs, ça correspond aussi, peut-être aussi un petit peu au Liban, ce que je viens de dire. Oui, parce que concrètement, qu'est-ce que vous faites pour libérer ? Donc, beaucoup de gens, dans les années 80, beaucoup de Palestiniens sont très déçus par la gauche, parce que, tant qu'elle pouvait mener encore des opérations, etc., ça allait, mais dès l'instant où ils ne peuvent même plus mener d'opérations parce qu'ils ne sont plus au Liban, ça veut dire quoi être de gauche ? Ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire se recentrer. Il va y avoir un recentrage sur les territoires occupés. Un recentrage qui va être progressif. Il reste comme formation, on va dire, de gauche un petit peu, le FPLP Commandement Général, qui est aussi une scission du FPLP, une autre scission du FPLP, qui lui va continuer à avoir des opérations et à mener des opérations à partir du Liban, et d'ailleurs qui va mener, je crois, une des opérations les plus spectaculaires. Ça se passe en 87 et c'est ce qu'on appelle la nuit des ULM. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la nuit des ULM. Et on pense que c'est c'est quelque chose qui va aussi déclencher l'intifada, qui va déclencher un tel enthousiasme parmi les Palestiniens que ça va être un des facteurs déclencheurs de l'intifada de 87. 3 militants, un Palestinien, un Syrien et un Tunisien, partent du sud Liban, à bord, avec des deltaplanes à moteur. Je sais ce que c'est, des deltaplanes à moteur, des ailes volantes à moteur. Et ils vont mener une opération en 87. Là, ils vont réussir à franchir la frontière. Ce sont des militants du FPLP Commandement Général, dirigés par Ahmed Jibril. Et ils vont mener une opération simplement en passant la frontière par les airs. Ce qui s'est passé d'ailleurs le 7 octobre également. Sauf que là, c'était des ULM à moteur. Et comme ce sont des ailes volantes qui volent très bas, ils ne vont pas être repérés tout de suite par les radars. Deux des 3 vont finalement être abattus. Le 3e, le Tunisien, va réussir à atteindre une base militaire israélienne et va affronter des soldats en faisant un nombre substantiel de victimes parmi les soldats avant d'être abattu lui-même. Mais cela va déclencher un enthousiasme inimaginable dans tout le peuple palestinien. Et on dit que c'était un des facteurs, pour dire qu'il y avait quand même des choses. Alors,
le FPLP, commandement général, qui a toujours été extrêmement inventif dans ses formes de lutte avec Israël. Je crois que c'était le plus inventif. Voilà. Hamas va s'imposer parce que simplement, c'est pas uniquement... Vous savez, Lénine dit les peuples cherchent une réponse concrète à leurs problèmes concrets. Dès l'instant où une formation politique propose une réponse concrète aux problèmes concrets qu'ils ont, c'est-à-dire l'occupation, c'est le problème, et le peuple est prêt à adopter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est faux l'histoire de... C'est pas une histoire de bigoterie. C'est pas une histoire de bigoterie du tout. Et d'ailleurs, on va voir pourquoi c'est pas une histoire de bigoterie, parce que même Hamas a changé. Entre le Hamas du début et le Hamas d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Et c'est précisément parce que le Hamas d'aujourd'hui a abandonné, même si certains peuvent ne pas être d'accord à l'extérieur, mais ce côté essentiellement bigot qui caractérisait les frères musulmans, puisque Hamas vient, donc Halakat Muqawama Islamiyya, vient des frères musulmans égyptiens, en fait, au départ. C'était la branche palestinienne des frères musulmans égyptiens, au moment où l'Égypte contrôlait Gaza. Et au départ, donc, Hamas est essentiellement une formation, on va dire, un peu bigote, pour tout dire. Un peu comme les frères musulmans dans beaucoup de pays. Alors, selon le pays, ce n'est pas forcément la même chose. Mais toujours est-il que si Hamas va devenir populaire, c'est parce qu'il va se radicaliser dans la lutte contre l'occupation. Et ce n'est pas une histoire de bigoterie ou autre. Alors bien sûr, ça accompagne toujours, il y a un référent religieux, donc c'est normal, évidemment. Hein. Mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque Ahmed Yassine va fonder en 87, donc qui était paraplégique sur un fauteuil roulant, et qui sera finalement assassiné par Israël, lorsqu'il va fonder Hamas, eh bien ça me permet de tordre le cou à une légende qu'on lit un petit peu partout, là, ces derniers temps, selon laquelle Hamas aurait été fondé par Israël. On l'entend souvent dire. Hein. C'est Netanyahou qui a fondé Hamas. Non. Il faut arrêter de délirer. Comme dans toute situation coloniale, l'occupant cherche à diviser, évidemment, les forces politiques qu'il a en face de lui. La France a fait la même chose en Algérie, en opposant le MNA et le FLN. Le MNA de Messali Haj et le FLN. Et ça va même donner lieu, malheureusement, à une guerre civile interne au mouvement algérien en pleine guerre d'indépendance, avec des milliers de morts. Hein. Donc c'est pas rien. Et c'est vrai que la police française va jouer un grand rôle là-dedans pour diviser. En Irlande, ça a été pareil, évidemment, on le sait bien. En Inde, ça a été pareil, également. Hein. Donc à chaque fois, on cherche à diviser, bien sûr. Et en Palestine, voilà. Donc évidemment, Israël va, dans un premier temps, pensant que le Hamas serait uniquement une formation religieuse de type bigot, hein, donc Israël va laisser se développer Hamas. Et Hamas va faire croire à Israël qu'il va se développer comme ça. Mais parce que Hamas lui-même était divisé à l'intérieur, il y a des débats à l'intérieur. On a affaire malgré tout à une vie politique. Et donc du coup, eh bien que se passe-t-il? Donc Israël au départ va laisser Hamas se développer en pensant que ce serait un contrepoids aux formations nationalistes, et que Hamas n'est pas du tout intéressé par la lutte nationale, mais selon la doctrine un petit peu des frères musulmans, et c'est pas faire injure que de dire cela, selon les théories de Seyed Qutb et autres, c'est-à-dire, Hassan el-Banna aussi, c'est-à-dire islamiser la société, et c'est uniquement quand la société sera suffisamment islamisée qu'alors la libération sera possible. C'est un petit peu la théorie généralement des frères musulmans, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut d'abord que la société soit islamisée. Hein, elle n'est pas assez islamisée, et quand l'islam sera bien répandu, bien développé, alors là, on pourra parler de... Bon, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, donc du coup, ça laisse de la marge, et ça laisse du temps à Israël. C'est pour ça qu'on se dit, tant qu'ils s'occupent uniquement de prier, ils ne vont pas s'occuper de nous, d'accord ? Parce qu'il existe en Israël un mouvement qui est comme ça. Parce qu'il existe en Israël un mouvement islamiste qui est exactement comme cela, justement. Et c'est pour ça qu'on a calqué sur Hamas le comportement qui est celui d'une formation politique en Israël musulmane, absolument, très bigot, mais qui, au plan patriotique, franchement, c'est pas ça. D'accord ? Et qui même s'oppose à un bloc d'organisation palestinienne au sein même donc, de la Palestine de 48,
hein, qui est ce qu'on appelle le bloc arabe, qui ont même des députés à la Knesset, c'est vrai, mais qui, malgré tout, ont une activité militante importante, hein, et qui tempêtent, qui protestent, qui soutiennent la résistance. Bon, mais ce mouvement islamiste est vraiment, vraiment très, très peu intéressant d'un point de vue patriotique, et qui même parfois a des positions très réactionnaires, qui va peut-être soutenir même tel gouvernement israélien classé de droite même, hein, simplement parce qu'on lui donne des avantages. Vous voyez, donc Israël pensait vraiment qu'un Hamas serait ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc on n'est pas dans le complotisme, il a laissé se développer Hamas pour pouvoir... Non, c'est qu'il pensait que Hamas se comporterait comme ça. D'autant plus qu'il y avait des raisons de le penser, parce qu'il y a une fraction de Hamas qui était effectivement comme ça, assez bigote et autres. Et là-dessus, eh bien, l'argent du Qatar, évidemment, il laisse venir l'argent du Qatar, parce qu'il pense aussi... malheureusement, souvent, quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de corruption. Enfin, pas toujours, pas systématiquement, mais ça peut aboutir à cela. Quand on est dans une situation d'impasse politique et qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que l'argent, on se le partage. Et il y a de la corruption. C'est ce qui se passe dans pas mal de pays à rente pétrolière, on le sait bien. Donc, toujours est-il que donc l'argent on le laisse passer, on se dit comme ça, Hamas, ils vont s'embourgeoiser, ils vont se partager, les copains, les coquins, d'accord, et ils vont se partager l'argent, puis ils vont pas penser à autre chose. Et on était exactement dans cette... Et c'est pas moi qui le dis, ça, ce sont des tas d'observateurs qui le disent. Donc voilà, ça c'était pour dire que c'est pas... Non, Hamas n'a pas été créé par Israël pour... Non, c'est qu'ils pensaient que Hamas resterait une formation bigote. Et évidemment, Hamas a étonné tout le monde, parce qu'ils sont tellement fourbes, ces Arabes, ces Palestiniens, hein, en plus musulmans, imaginez. Ils sont tellement fourbes qu'en fait, ils avaient un plan B. Ils préparaient autre chose. Et qu'ils ont fait croire pendant des années qu'ils n'étaient plus intéressés, etc. D'où l'attaque contre le djihad islamique qui s'est déroulée en juillet dernier, et pour laquelle Hamas n'a pas du tout réagi. Donc ça a conforté Israël, qu'effectivement Hamas était juste intéressé par se notabiliser, comme on disait. Puis voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et alors, ce qui a fait la popularité de Hamas, c'est ça aussi. C'est qu'il y a aussi autre chose qu'il faut dire, donc je l'ai dit, le départ de Beyrouth, etc., la désaffection de la gauche, le retour aussi du référent religieux. Les années 80, eh bien, les militants croient de moins en moins aux formations nationalistes. Pourquoi ils y croient moins ? Parce qu'elles ont échoué. Je dis toujours, le peuple cherche une réponse concrète à des problèmes concrets. C'est tout. Donc le peuple n'est pas idéologique. Et les formations nationales, le Fatah finalement s'est embourgeoisé. Depuis 1994, le Fatah a adopté, depuis 1974, le Fatah a adopté la théorie des deux États, puisque c'était ça, qui a été initié d'ailleurs par le FDLP au départ, à tel point que certains disent qu'en fait le FDLP a été un petit peu téléguidé par Yasser Arafat par en dessous pour proposer. C'était quoi en fait l'idée, 1974 ? C'est qu'on établit un gouvernement palestinien sur toute portion de la Palestine libérée. Ça voulait dire deux États. Alors que jusque-là, l'OLP, la charte de l'OLP, c'était créer une Palestine laïque et démocratique pour tous, indépendamment de son origine, indépendamment de sa religion, sur toute la Palestine mandataire. C'était ça la charte de l'OLP. D'accord ? Créer une Palestine laïque, démocratique pour tous, musulmans, chrétiens, juifs, athées éventuellement, hein, sur toute portion sur toute la Palestine mandataire. Et à partir de 1974, eh bien, et le CNP de 1974, et Arafat qui est à l'ONU, vous savez, cette fameuse intervention d'Arafat à l'ONU, où il dit « je tiens dans une main une branche d'olivier et dans l'autre le fusil de la libération, ne laissez pas tomber la branche d'olivier, ne laissez pas tomber la branche d'olivier », il le répète 3 fois. D'accord ? Finalement, Israël, il a mis la branche d'olivier dans la cheminée. Et de toute façon... donc voilà. À partir de ce moment-là, des Palestiniens, on se dit, bon, quand même, il y a un recul, Voilà. Pourquoi il y a un recul ? Parce que c'est quoi la question centrale pour les Palestiniens ? Fondamentale. Je l'ai dit, c'est le retour. Les réfugiés. 4 300 000 Palestiniens ont le statut de réfugiés. Il y a 13 millions de Palestiniens. Ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés, un grand nombre, sont dans l'exil, de toute façon. Donc le retour est fondamental. Surtout qu'il y a une résolution de l'ONU qui fonde ce droit au retour. Alors donc du coup, eh bien, le retour, et d'ailleurs c'est ce qui fait que le FPLP par exemple, palestinien, qui est surnommé souvent le parti des camps de réfugiés, parce qu'il est très populaire dans les camps de réfugiés, le FPLP.
Je vais en dire un mot parce que c'est quand même la formation de gauche qui apparaît le plus, hein, qui va avec... Et ben, le sigle du FPLP, il y a la flèche du retour, la lettre arabe, hein, et qui fait comme une flèche du retour, comme ça. Le retour où? En Palestine, évidemment. D'accord? Et donc, du coup, le retour est fondamental. Avant même la formation du Fatah, dans les années 50, à un moment où on pensait que la cause palestinienne n'existerait plus. Vous vous souvenez peut-être de la phrase du secrétaire d'État américain, Foster Dulles, reprise par Ben Gourion. Alors il y a une idée qui dit, est-ce que c'est Ben Gourion qui l'a dit avant, Foster Dulles, ou Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, l'a dit avant. Peu importe. Cette phrase est la suivante. À quelqu'un qui fait remarquer au secrétaire d'État américain Foster Dulles qu'il y a quand même un problème avec ces Palestiniens. Certes, il y a Israël, il y a tout cela, mais il y a tous ces réfugiés. Ces millions de réfugiés. Et ces millions de réfugiés, il dit, bah, ça va poser un problème. Alors à l'époque, on ne les appelle même pas Palestiniens, on les appelle les réfugiés arabes de Palestine. Ça va être très long pour que les Palestiniens même reconquièrent ce terme de Palestinien, parce que je vous rappelle que le Palestinien, c'était le nom qu'on donnait à tous les habitants de la Palestine mandataire. C'est pour ça que même les Israéliens, enfin les futurs Israéliens, Golda Meir exhibait son passeport palestinien. Elle dit, oui, les Palestiniens existent, c'est nous. Vous voyez, le problème des Palestiniens, c'était même de reconquérir même leur identité. Quand Edouard Saïd le raconte, lorsqu'il est aux États-Unis, il est prof aux États-Unis, puis il dit je suis palestinien. On dit ah oui, vous êtes juif. Il dit non, je ne suis pas juif, je suis palestinien, je suis chrétien palestinien. Chrétien palestinien, c'est quoi ça? Ça n'existe même pas. Il n'existait pas, il n'existait plus. Donc tout le problème des Palestiniens, c'est d'abord de reconquérir leur identité, de dire on existe bien. Israël a fait croire au monde entier que la Palestine déjà était vide. Une fois qu'on s'est rendu compte que la Palestine n'était pas vide, eh ben, ces Palestiniens non sont juste des Bédouins qui sont là par hasard, ils sont appelés à partir. Là. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Cette reconquête même de l'existence, même de cette visibilité. Toujours est-il que, eh bien, ça a été tout un combat. Et dans les années 50, eh bien, avant même la formation de du Fatah, il y a des groupes de Palestiniens qui démentent ce qu'a dit Foster Dulles. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Il n'y aura pas de problème de réfugiés. Les vieux mourront et les jeunes oublieront. » Et ils en étaient convaincus dans les années 50. Les vieux mourront et les jeunes oublieront. Les vieux sont peut-être morts, mais les jeunes n'ont pas oublié. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Hein. Et donc, il y a des groupes palestiniens qui vont se constituer déjà spontanément. Vraiment spontanément, une multitude. Et tous ont dans leur nom le mot retour. Les héros du retour, les aigles du retour, etc. etc. Donc vous voyez à quel point c'est fondamental cette question du retour. Et donc du camp de réfugiés. Donc aucun dirigeant palestinien ne pourra faire quoi que ce soit s'il oublie la question des réfugiés. Or, c'est cette question des réfugiés qui est particulièrement oubliée dans les accords d'Oslo. C'est ce qui fait que globalement, le peuple palestinien n'a pas du tout accepté ces accords d'Oslo. Même si Arafat, je pense qu'il était quand même conscient, et lui-même est un réfugié, je veux dire, bon, tous les dirigeants palestiniens sont des réfugiés, bien évidemment. Eh bien, il avait l'intention de la faire valoir, mais en tout cas, Israël n'avait pas du tout l'intention de la mettre en application. C'est le problème principal. Le retour, les réfugiés. L'application du droit au retour, puisque vous le savez, cette résolution sur le droit au retour qui a été faite à la suite du rapport du comte Bernadotte, l'envoyé de l'ONU, le représentant de la Croix-Rouge, qui est envoyé en Palestine pour négocier la trêve lors des combats de 1948, après la trêve de mai 48. Et Bernadotte, qui est d'ailleurs en plus très sioniste, et qui vient, mais qui, bien qu'il soit sioniste, constate l'ampleur de la catastrophe. Ces centaines de milliers de réfugiés le long des routes que l'on chasse, etc., et qui sont pourchassés par les troupes sionistes, etc. Il dit, c'est pas possible. Qu'il y ait une guerre, c'est un fait, mais on n'a jamais vu une guerre où on empêche les réfugiés de revenir. Et Israël, c'est la seule guerre où on empêche les réfugiés de revenir. Donc c'est bien le but de guerre. Et l'histoire que comme quoi ce serait une conséquence de l'attaque arabe de 1948, c'est faux. Les réfugiés ont été chassés avant l'intervention des armées arabes. Ils ont commencé. Et avant même le 15 mai 1948, la moitié des Palestiniens étaient déjà expulsés. Donc c'est un mensonge total par rapport à la propagande sioniste. Si jamais vous l'entendez, on vous dit non, mais c'est parce que les États arabes... bon, ok. Alors premièrement, l'expulsion a commencé avant 1948, et en plus elle s'est poursuivie après. Et on les a empêchés de revenir ensuite. Et Bernadotte, qui constate cela, fait un rapport où il dit « Rien ne doit empêcher les réfugiés de revenir ».
il va le payer de sa vie. Il va être assassiné par un commando de l'Irgun. Et c'est le seul cas d'un envoyé de l'ONU qui a été assassiné par un commando de l'Irgun. Et ceux qui diraient « mais oui, mais c'était l'Irgun, c'était des dissidents », c'est faux. Le type qui a assassiné Bernadotte, d'ailleurs il était accompagné d'un Français, le colonel Serrault, qui tenait à voir Bernadotte pour le remercier d'avoir sauvé sa femme, de l'avoir sorti d'un camp de concentration pendant la guerre. Parce que Bernadotte était le représentant de la Croix-Rouge. Et donc le colonel Serrault avait tenu à voir Bernadotte ce jour-là. Pas de chance, ils sont assassinés tous les deux à Jérusalem. Le type qui a assassiné Bernadotte est devenu garde du corps de Ben Gourion. C'est pour vous dire à quel point Ben Gourion était mécontent. Et dans une interview dans Le Monde dans les années 90, il a dit « si c'était à refaire, je recommencerais ». Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que c'est lui, Bernadotte, qui va être à l'origine de la résolution 194 de l'ONU qui prône le droit au retour, qui ne sera jamais appliqué. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si jamais Hamas a gagné, j'oublie pas, si Hamas a gagné en popularité, c'est parce qu'il va aussi adjoindre dans son agenda cette question du retour. Et qu'il va concrètement, alors on peut apprécier, ne pas apprécier les méthodes, ça c'est à chacun de voir, d'accord ? Mais le peuple palestinien va adhérer à Hamas, non pas par bigoterie, mais parce que simplement il apporte une réponse concrète. Qu'est-ce qu'on fait contre l'occupation et pour le retour ? Voilà, donc c'est un petit peu cela. Alors, en même temps, dans les années 80, et bien sûr, il faut le dire, c'est le retour en force du religieux, parce que, pas uniquement pour la Palestine, mais dans tout le monde arabe, le religieux prend de l'importance pour différentes raisons. D'abord, parce que les théories de gauche et nationalistes, pour les gens, semblent avoir échoué à apporter une réponse concrète, parce que dans les pays arabes, c'est pas forcément, évidemment, c'est pas l'occupation sioniste, mais c'est la réponse concrète aux questions sociales, aux questions de la démocratie, etc. Et comme pour beaucoup, ces formations de gauche, il ne faut pas oublier que la plupart des formations de gauche dans le monde arabe, enfin, en tout cas les partis communistes, ont pratiquement tous été créés par des Européens. Ou des gens très européanisés. Donc, elles ont très peu, mis à part des pays comme le Liban, où le Parti communiste est vraiment authentique. Le Parti communiste au Liban a été fondé par des Arméniens, rescapés du génocide arménien, hein, Madayan, précisément. Et donc, on peut dire que le Parti communiste libanais est vraiment un parti communiste authentique, qui va, dans son agenda, avoir des préoccupations qui sont réellement libanaises, locales, etc. Pareil pour le Parti communiste du Yémen, enfin à l'époque où il y a le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, mais qui s'appelle Parti Socialiste en fait, le Parti Socialiste du Yémen, qui est vraiment authentique. Voilà, sinon la plupart. Donc du coup, cette gauche, elle apparaît très souvent comme européenne et ne prenant pas en compte les préoccupations réelles des peuples, avec une phraséologie qui vient d'Europe, qui certes qui est intéressante, mais qui n'est pas forcément applicable là, etc., etc. Donc tout ça va faire que dans les années 80, les mouvements à référents religieux vont prendre de l'importance. Et il y a aussi un autre phénomène, il faut le dire aussi, c'est que c'est aussi le moment où l'Arabie saoudite va encourager ces mouvements religieux pour s'opposer aux formations de gauche, aux formations laïques, et parce qu'on est aussi en pleine guerre d'Afghanistan. Et évidemment, cela va avoir une incidence aussi. Hein, ça, c'est un fait. Et aussi un autre phénomène, c'est la révolution islamique en Iran. Et donc, pour contrecarrer l'écho formidable que cette révolution islamique a en Iran, eh bien, l'Arabie saoudite elle-même va encourager ses propres formations religieuses, concurrentielles, avec ce qu'on appellera par la suite le salafisme, etc. Mais c'est là que ça naît au départ, c'est aussi pour s'opposer. On est en pleine guerre Iran-Irak, dans les années 80. Donc, tous ces aspects vont faire que le religieux va reprendre de l'importance. Hein, voilà. Alors, concernant juste les méthodes d'action, parce que je pense que c'était une des questions, et là je me rends compte que je suis en train de... Ouh là là. Guillaume, si tu peux poser je pense par rapport à... Oui, les méthodes d'action, et peut-être justement par rapport à ça, il y a eu toute une période où il y a eu, avec certaines méthodes d'action, un grand internationalisme, un lien avec, dans la gauche, un internationalisme très fort. Est-ce que tu peux faire un petit mot là-dessus ? Oui. Parce que c'est un peu lié aussi à ça. Oui. Alors juste pour vous dire que si le mouvement Hamas, et pas uniquement Hamas, il faut dire aussi un mot d'un autre mouvement qu'on connaît beaucoup moins bien, mais qui est très intéressant, qui est le djihad islamique en Palestine, le mouvement du djihad islamique en Palestine, qui est très intéressant, parce que peut-être encore plus que Hamas,
il a été fondé par la rencontre entre des militants, on va dire, de l'islam politique et des militants d'extrême gauche. Et le djihad islamique en Palestine est la fusion entre des militants d'extrême gauche et des militants référents religieux. On ne le sait pas assez, mais des militants maoïstes en plus. Et qui s'inspirent même beaucoup, qui ont lu Marx, qui connaissent parfaitement Marx, etc. Il faut vraiment avoir ça en tête. On a affaire à une vie politique très, très dense, avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le Liban avec Hezbollah, ou le parti Hezbollah. Et dans le parti de Hezbollah, il y a énormément de gens qui étaient de gauche auparavant, donc qui connaissent parfaitement Marx, etc. Nasrallah lui-même connaît parfaitement Marx. Nasrallah lui-même avait le poster de Nasser, alors c'était pas dans son bureau, je veux dire. Donc c'est des gens qui sont passés par tous les moments de la vie politique arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne naît pas de rien. Alors donc, juste pour vous dire que beaucoup de militants de gauche, ou alors qui étaient dans des formations de gauche, ont intégré Hamas et le djihad islamique. Et c'est ce qui a renforcé aussi. Et c'est pour ça que ce référent national, patriotique, va reprendre de l'importance au sein de Hamas, et c'est ce qui va contribuer à transformer Hamas en un mouvement qu'on peut qualifier davantage islamo-nationalitaire, on va dire, beaucoup plus qu'islamiste. Comme Hezbollah, islamo-nationalitaire, c'est d'ailleurs le titre d'un livre sur Hezbollah qui s'appelle « Hezbollah, un mouvement islamo-nationalitaire ». Écrit par notre excellent ami Walid Charara et Frédéric Domon, journaliste. Donc, toujours est-il que très rapidement, donc, le Hamas combine une activité sociale et politique avec la lutte armée. Il réussit à mobiliser, ah oui, très important aussi, c'est que la Palestine, dans les années 80, est en train de devenir une cause humanitaire uniquement. La question est que faire de ces réfugiés, voilà. Et Hamas va redonner une dignité en réinvestissant une figure qui était très importante et qui avait valu le succès du Fatah et du FPLP, c'est la figure du Fedaïn. C'est la figure du combattant en armes. Vous comprenez, les Palestiniens, pendant 40 ans, c'était uniquement la figure du réfugié. Que va-t-on faire de ces pauvres réfugiés palestiniens? C'est vrai, il faut trouver une solution. On dit le problème palestinien, d'ailleurs, comme si c'était un problème palestinien et non pas un problème israélien, plutôt. Le problème, que va-t-on faire? Donc, ces Palestiniens n'en peuvent plus de cet aspect humanitaire. Ça nous permettra de parler des ONG aussi, une question que tu voulais poser. J'anticipe. Oui, l'ONGisation, pardon. Et la figure du Fedaïn, du combattant en armes, c'est ça qui va redonner la dignité aux Palestiniens. C'est pour ça que c'est si important. Selon la formule chinoise, la libération est au bout du fusil. La formule maoïste, les Palestiniens le peuple palestinien va la faire sienne, cette formule. La libération, Yasser Arafat la répétera, la libération est au bout du fusil. Donc, c'est rompre avec la figure du pauvre réfugié pour lequel on doit apporter uniquement une solution humanitaire, etc., etc., etc. Et donc, Hamas, à nouveau, va réinvestir cette figure du Fedaïn, du combattant digne, etc., et qui se libère par lui-même, selon la formule de Gaulle, avec le concours des armées étrangères. Non, je plaisante. Et donc, toujours est-il que... Et donc, il va réinvestir cette légitimité, de cette identité politique palestinienne, et ça me permet de faire le lien avec exactement ta question, et il va apparaître comme le continuateur du mouvement national palestinien, Hamas. C'est pour cela. Donc, je vous dis, il faut vraiment avoir en tête que les gens sont surtout intéressés, encore une fois, par apporter une réponse concrète, c'est tout. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il prendrait n'importe quelle idéologie. Bon, mais voilà. Alors, donc, du coup, cette figure, oui, effectivement, dans les années 70, la révolution palestinienne, on est après la défaite de 67, et il va se passer quelque chose de très important. Avant 67, il y avait des groupes de Fedaïn, mais qui étaient extrêmement, donc depuis 64, le Fatah, etc., qui étaient très assujettis aux régimes arabes. Donc on permettait de faire des opérations de temps en temps, à partir de l'Égypte surtout, mais ils étaient vraiment sous contrôle, et il n'y avait pas d'autonomie de décision, ce qu'on appelle l'autonomie de décision palestinienne. C'était les régimes arabes qui permettaient de temps en temps aux Palestiniens de faire des actions, mais c'était en complément des politiques des régimes arabes, et notamment l'Égypte, de Nasser. Mais il y a un phénomène, il y a un événement qui va faire voler tout ça en éclats, c'est la guerre de 67. Et la défaite des armées arabes en 67, d'une certaine façon, va libérer la décision palestinienne. Les Palestiniens vont
les régimes arabes ont été défaits, donc ils sont incapables d'apporter une solution et d'apporter la libération qui était escomptée, etc. Et nous-mêmes, on va s'en charger. Et l'OLP existait déjà, mais l'OLP était vraiment sous l'égide de Nasser, de l'Égypte, etc. Il n'y a pas vraiment d'autonomie de décision qui était dirigée à l'époque par Ahmed Choukari. Et donc voilà. Et toujours est-il qu'il va se passer quelque chose, c'est que les armées arabes sont défaites en 1967. Les Palestiniens il y avait déjà des opérations de fedaïn, de combattants, à partir de la Jordanie vers la Palestine de 1948. Ils attaquaient des kibboutz, ils coupaient des poteaux électriques, etc. Ils interrompaient des trafics routiers, ils attaquaient les canalisations, c'est vital, les canalisations d'eau, qui allaient vers les kibboutz. Ils tentaient des opérations contre des bases militaires, des choses comme ça. Mais bon, c'était des opérations. Ils étaient tous situés en Jordanie, essentiellement en Jordanie. Et là, et surtout dans une petite ville jordanienne qui avait été renforcée par l'afflux des réfugiés de 1948, qui s'appelle Karameh. Et vous ne me croirez pas, que veut dire Karameh? Vous le savez, Karama, la dignité. Ça veut dire la dignité. Et c'est à partir de cette petite localité, Karameh, la dignité, le A se transforme en E, que les Fedaïn menaient leurs opérations vers Israël. Israël décide de frapper un grand coup et décide d'attaquer Karameh. On est en mars 68. Et donc du coup, les Palestiniens, il y avait toutes les formations palestiniennes qui étaient à Karameh. Il y avait le Fatah, évidemment, il y avait le FPLP, le FDLP, déjà. Non, il n'y avait pas encore eu la scission du FDLP. Donc il y avait le Fatah, le FPLP, d'autres formations, le Front de lutte populaire, etc. etc. Et la question est de savoir que faire. On voit que les Israéliens s'apprêtent et rassemblent des troupes pour attaquer Karameh, de l'autre côté de la frontière, donc des blindés qui se mettent en ordre de bataille et qui commencent à avancer, et la décision doit être prise. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part dans les collines qui surplombent Karameh et on attend que l'orage passe pour revenir, ou est-ce qu'on affronte les Israéliens? Et là, Yasser Arafat et autres disent, on va les affronter. On ne va pas partir, on va les affronter. Et donc, ils sont à peu près, je crois, 400-500 combattants, Fedaïn de différentes formations. Et donc, ils décident d'attendre les forces israéliennes et de transformer Karameh en une nouvelle Stalingrad, en quelque sorte, selon les phraséologies de l'époque. Et donc, du coup, de guerre de guérilla, urbaine, etc. C'est une petite localité. Et donc, du coup, les Israéliens arrivent et le choc va être très violent. Très violent. Les Palestiniens vont être un peu aidés par de l'artillerie jordanienne, parce que dans l'armée jordanienne, il y a des Palestiniens aussi, et qui vont prêter leur concours et qui vont aussi bombarder les forces israéliennes de l'armée jordanienne, donc sans tenir compte de l'avis de la direction jordanienne. Et ça va être un choc brutal. Mais donc les pertes palestiniennes vont être très importantes. Environ un tiers facilement des combattants vont tomber martyrs, mais avec des actes d'héroïsme extraordinaires, avec c'est pour ça que l'histoire des opérations kamikazes, c'est très ancien, et c'est pas uniquement Hamas. Déjà à l'époque, des combattants donc laïcs du FPLP se jettent avec des ceintures d'explosifs sur les chars israéliens. Je veux dire donc cette idée de non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est que cela s'est produit également pendant la Seconde Guerre mondiale contre les forces fascistes en URSS, où les partisans russes aussi faisaient cela. Ça, on l'oublie toujours. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'on pense que c'est uniquement du fanatisme, etc. Non, c'est un moyen de lutte lorsqu'il faut sauver le peuple et qu'on n'a pas d'autre moyen. C'est comme ça. Et donc, du coup, mais l'armée israélienne va se retirer avec beaucoup de pertes, en laissant sur le terrain beaucoup de véhicules blindés, etc. Et donc, ça a échoué, parce que les Palestiniens sont triomphent à nouveau dans Karameh. Et cela va avoir un impact considérable, non seulement pour les Palestiniens, mais dans tout le monde arabe. Et cette cause palestinienne, qui était quand même peu connue encore, va acquérir une aura fabuleuse. Le Palestinien devient la figure du héros révolutionnaire qui non seulement libère la Palestine, mais va renverser tous les régimes arabes réactionnaires. Et selon la formule de Georges Habash, le fondateur du Front populaire, il dit « La route de Jérusalem passe par toutes les capitales arabes ». Ça veut dire que nous allons renverser toutes les capitales arabes. Pas uniquement libérer la Palestine. Mais nous allons faire payer aussi aux capitales arabes leur trahison de la Palestine. Mais déjà cela s'était produit. On oublie qu'en 1949, au lendemain de la guerre, de la défaite de 1948, la Nakba,
tous les régimes arabes vont être renversés. Bien sûr, Abdallah de Jordanie va être assassiné par un Palestinien pour faire payer la trahison, enfin pour les Palestiniens, pour lui faire payer la trahison, parce que, vous savez, le roi de Jordanie s'est entendu avec les sionistes, en fait, pendant la guerre de 48. C'est un épisode qui est très connu. Hein, il va arrêter son armée, il va empêcher de... Enfin bref, le Premier ministre syrien va être renversé. Au Liban, c'est pareil. Le Premier ministre irakien va être assassiné également. Le roi Farouk va être renversé en Égypte quelques années plus tard par Nasser et le mouvement des officiers libres. Donc tous les régimes arabes vont payer ce que les Palestiniens appellent la trahison de 49. Et bien il va se passer un petit peu la même chose en 67. Hein, et certains disent, je ne vais pas dire mais aujourd'hui, mais on voit bien que cet écho de la cause palestinienne va être considérable. Et de tout le monde arabe vont arriver des volontaires, du Maroc jusqu'en Irak. Des volontaires vont arriver et vont rejoindre la révolution palestinienne. Hein, et vont combattre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a, il faut savoir que ça c'est aussi un épisode qui est aussi intéressant, c'est il y a beaucoup de Maghrébins qui vont intégrer les forces palestiniennes. Moi j'en ai connu dans les années 80, des gens qui étaient algériens, marocains, qui étaient devenus palestiniens, qui étaient combattants, qui étaient officiers dans le Fatah, etc. C'est une cause qui transcende toutes les frontières. Vous voyez ? Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, cette énorme aura, et l'argent afflue. Qui dit les combattants dit aussi l'argent évidemment. Hein, et donc cette cause palestinienne va être très très importante. Après, alors évidemment, il y aura l'épisode très rapidement de Septembre Noir en Jordanie, l'affrontement entre cette révolution palestinienne qui devient très pesante et qui risque de renverser le régime jordanien. Là, les Américains sont plus du tout d'accord, Israël non plus évidemment. Ça devient un foyer révolutionnaire. Le clash a lieu entre les forces palestiniennes et l'armée jordanienne, aidée par les Américains et soutenue par en dessous par Israël, évidemment. Hein. Et ça va être le grand clash, avec des milliers de morts. C'est les affrontements de ce qu'on appelle Septembre Noir. Septembre Noir, septembre 70 et aussi 71, la mort de Nasser. Et ensuite, les Palestiniens sont expulsés de Jordanie et vont s'installer au Liban. Et leur nouveau quartier général. Et à partir du moment où ils vont s'installer au Liban, eh bien, ils vont développer leur capacité révolutionnaire. Le Liban va entrer dans la guerre civile, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le Liban va devenir un foyer révolutionnaire mondial. Et c'est vrai qu'énormément de mouvements de libération nationale du monde entier vont aller au Liban, non pas uniquement par soutien de la révolution palestinienne, mais aussi parce qu'eux-mêmes ont un agenda révolutionnaire. Et on va avoir des tas de mouvements, ça va aller des Irlandais, ça va être, mais aussi des mouvements de révolutionnaires en Europe, les Italiens, etc., des Allemands, beaucoup d'Allemands surtout. Il va y avoir un grand lien avec les mouvements révolutionnaires allemands, de ce qu'on appellera la fraction armée rouge, hein, mais aussi français un peu, qui vont donc aller au Liban pour y recevoir un entraînement militaire. Et voilà. Et donc mais d'Amérique latine également, énormément. Voilà. Donc tout cela pour dire que cette révolution palestinienne va devenir un pôle révolutionnaire qui va menacer l'impérialisme dans sa totalité. Alors, c'est un peu ça, non ? Ouais. Alors, et l'organisation qui va surtout faire ça, c'est le FPLP. C'est le FPLP. C'est surtout le FPLP avec des opérations un peu spectaculaires de détournement d'avions, avec notamment quelqu'un qui s'appelle Wadi Haddad, qui était le responsable des opérations spéciales du FPLP, et qui sera assassiné qui mourra dans des circonstances suspectes en Europe de l'Est par la suite. On dit qu'il a été assassiné par des agents du Mossad. Et donc du coup, ce FPLP va devenir un petit peu la bête noire. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est extrêmement pourchassé en France, caractérisé de terroriste, etc. Voilà. Et on a vu récemment avec Mariam Aboudaka, la militante du FPLP, qui a été expulsée de France de façon absolument honteuse. Voilà, c'est lui faire payer cette espèce d'aura révolutionnaire qu'a le FPLP, qui était... voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Je vois que le temps file, ouais. Donc malheureusement je dois peut-être un peu écourter tout ça. Je te laisse, Guillaume, pour une intervention pour le Secours Rouge, et après on prendra vos questions. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à Youssef pour cet exposé très intéressant
Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à Youssef pour cet exposé très intéressant. On nous a demandé ce soir un peu de venir pour apporter notre analyse sur la situation actuelle et peut-être quelques perspectives. On a décidé de partager un peu en deux parties. Une petite partie sur la situation maintenant en Palestine, mais on va survoler ça assez rapidement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut développer ici en tant que groupe, formation de gauche, révolutionnaire en Europe, et comment on peut soutenir le mouvement de libération palestinien aujourd'hui. Donc on va venir avec notre analyse. On a eu la chance de faire une délégation au Liban au mois de septembre, où on a pu rencontrer plein d'organisations palestiniennes qui s'organisent donc dans l'exil, dans les camps notamment, comme tu en as parlé. Ce qui fait qu'on a pu vraiment échanger et développer notre analyse et notre position là-dessus. Pour commencer, par rapport à la situation en Palestine, la situation à Gaza, je pense qu'on la connaît un peu toutes et tous. Cette situation de génocide qui est en train de se passer. Au niveau de la résistance, on a donc ce front de résistance, et ça je pense c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, qu'on doit contrecarrer dans le discours politique. C'est cette image de guerre Israël contre Hamas. Actuellement, c'est vraiment un front de résistance qui est sous la direction du Hamas à Gaza, c'est clair. Mais par contre, toutes les formations participent à cette résistance. Le FPLP, le DFLP, toutes les autres organisations, et il y a d'autres organisations comme le djihad islamique aussi qui sont dedans. Donc la réduction à une guerre Israël-Hamas, pour nous, est quelque chose qu'on doit contrecarrer parce que ça joue aussi sur toutes ces fausses équations qui sont faites, notamment par la suite, entre le Hamas et le fait que ce serait un équivalent de l'État islamique et toute cette position politique qui repose aussi énormément sur le développement en Europe, la montée de la droite, l'extrême droite et de l'islamophobie, qui utilisent tout ça pour essayer de faire un grand paquet en disant toutes les organisations sont les mêmes. Donc pour nous, ça c'est quelque chose que par rapport à Gaza, on doit vraiment contrecarrer dans le discours politique qu'on a ici. Pour la Cisjordanie, on pense notamment qu'il va y avoir une continuation de la guerre. On est un peu dans une situation, en fait, la guerre elle n'a pas commencé maintenant, c'est une guerre un peu de basse intensité depuis très longtemps, qui va certainement s'intensifier. Ce qu'on peut voir et qui est intéressant et qu'on a vu aussi au Liban, notamment dans les organisations de jeunesse, dans les camps de réfugiés, c'est que dans la jeunesse, il y a aussi une nouvelle réflexion sur les formes d'organisation de la résistance. On l'a vu en Cisjordanie avec la fosse aux lions notamment, qui part d'une volonté, et ça on l'a beaucoup discuté avec des organisations de jeunesse dans les camps au Liban, de dépasser les clivages des différentes fractions. Donc en fait, ils sont organisés en tant que groupe de jeunes venant de différentes factions ou de familles de différentes factions, mais avec la volonté de travailler ensemble et de ne pas essayer de convaincre les autres ou de se battre entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en Cisjordanie avec la création de la fosse aux lions, qui regroupe des jeunes de plein d'organisations qui travaillent ensemble. On pense aussi que c'est important de voir un peu plus loin, parce que malheureusement, la situation en Palestine est aussi très fermée pour le développement d'un internationalisme, pour essayer de reconstruire un internationalisme. Il y a déjà la possible expansion du conflit au Liban par la suite. On l'a déjà vu il y a quelques semaines, je crois même la semaine dernière, l'un des responsables de l'armée israélienne qui a menacé le Liban en disant que pour eux, ils n'auraient aucun problème à essayer de rentrer au Liban parce que dans leur rhétorique, c'est qu'ils veulent développer un État d'Israël, on va dire un voisinage en sécurité autour d'Israël. Du coup, le Liban peut clairement, on pourrait de nouveau voir une invasion israélienne au Liban.
Pour nous, c'est assez important de penser déjà à ça parce que actuellement au Liban, l'espace est beaucoup plus ouvert pour l'organisation de la résistance. Donc on n'est déjà pas sous une occupation. Il y a beaucoup plus de facilité de s'organiser sur le plan politique et sur le plan stratégique et militaire aussi. Du coup, et avec tout ce lien qu'il y a historiquement avec la situation palestinienne, pour nous, le Liban est potentiellement un endroit où ça peut être très intéressant pour les mouvements de gauche, d'essayer d'y développer un internationalisme avec les organisations palestiniennes sur place. Aussi du fait très simple et très pratique que faire des allers-retours au Liban, c'est très facile aussi, beaucoup plus facile que d'essayer de rentrer dans les territoires palestiniens. Maintenant, en Europe. En Europe, pour nous, il y a une des premières choses qu'on veut mettre en avant, c'est déjà prendre nos responsabilités. En tant que militants révolutionnaires et de gauche en Europe, on doit réaliser que le sionisme, c'est un projet colonial qui est né en Europe. C'est un projet européen. Le premier congrès sioniste s'est tenu à Bâle, c'est important de le souligner, et que ce projet, en fait, c'est un outil qui est au service de l'impérialisme occidental, et que ça, on ne doit pas forcément juste attendre que le mouvement palestinien se batte contre le sionisme ou qu'il nous apporte des clés de compréhension comme ça. En fait, on doit nous-mêmes développer nos stratégies et nos approches pour combattre le sionisme ici, parce que c'est une des stratégies impérialistes et qu'on combat l'impérialisme en Europe. Donc ça, souvent, on voit malheureusement beaucoup de gens qui, on le pense, attendent peut-être trop sur le mouvement palestinien, dans le sens où ils n'ont pas forcément des solutions pour nos problèmes avec l'impérialisme. Ici, c'est à nous de trouver nos solutions, d'explorer des manières d'agir contre l'impérialisme ici et contre le sionisme avec ça. Donc c'est agir ici aussi au cœur de l'impérialisme. On est en Europe, on est le cœur de toute la machine impérialiste. On a tous les profiteurs de la guerre qui sont là, qui soient dans la politique, qui soient dans les investissements, qui soient dans la production d'armes, de ses composants, et tous aussi les lobbies et les soutiens politiques à Israël sont dans les pays occidentaux principalement. Du coup, on doit agir ici contre eux, et cela de toutes les manières possibles. Par rapport plus au mouvement de gauche, il nous semble important de retrouver une ligne claire et politique à propos de la Palestine. Depuis Oslo, on en a parlé, t'en as parlé juste avant Oslo, dans la gauche, il y a eu aussi énormément un glissement vers une approche quasiment plus que humanitaire sur la Palestine. Pour nous, c'est important d'appuyer le fait que le peuple palestinien, c'est un peuple qui résiste avant tout. Comme ça a été dit, et cette idée de ramener la dignité dans le mouvement, pour nous, c'est important aussi d'ici de le voir. Le peuple palestinien, malheureusement, ici, on en parle un peu trop souvent quand le Palestinien est décrit comme une victime, ce qu'elle est, ce que le peuple palestinien est victime du colonialisme sioniste, mais c'est aussi une figure du résistant, du fédéine, et cette image-là, on doit la mettre en avant, on doit l'assumer, et c'est quelque chose qui nous aidera à avancer et qui aidera aussi à aider la transmission du pouvoir politique entre l'Europe et la Palestine, dans cet échange internationaliste qu'il peut avoir. Là-dessus, d'ailleurs, je peux vous conseiller, on a mis sur la table qui est juste dehors ce petit texte-là qui parle vraiment de cette approche sur déjà le droit à la résistance du peuple palestinien et aussi un peu comment est-ce qu'on doit essayer de l'approcher depuis ici. Une autre chose qu'on a vue au Liban et qu'on a discuté avec les camarades sur place, pour nous, il y a 4 points sur lesquels on doit se tenir sur notre position par rapport à la Palestine.
il y a 4 points qui font un peu quasiment unanimité dans le mouvement de résistance palestinien, et que ce soit des mouvements de gauche ou les autres mouvements qui sont actifs dans la résistance, et ce sont des demandes qu'à notre avis on doit soutenir sans concession. La première, c'est la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain, et le refus de la solution à 2 États, parce que pour nous, dans notre analyse, on a un État colonial et un peuple colonisé qui résistent, donc il n'y a pas de solution à 2 États possible. Le colon ne peut pas accepter l'État colonial, et c'est normal qu'il résiste. Du coup, le deuxième point, c'est le soutien à toutes les formes de résistance. Il y a plein de formes de résistance qui sont en place et qui sont mises en place par le mouvement palestinien. Que ça parte du boycott jusqu'à la lutte armée, on doit soutenir ouvertement toutes ces formes de résistance. On en a parlé, t'en as déjà parlé un petit peu avant aussi, c'est le droit au retour de toutes les personnes exilées depuis 1948. Ça, c'est une demande qui est mise en avant par la résistance, et c'est quelque chose qu'on doit soutenir ici, tout comme la libération de tous les prisonnières et prisonniers politiques et prisonniers palestiniens de manière générale. Pour nous, en soutenant aussi ces 4 propositions et 4 positions, on arrive aussi à sortir un peu de la dynamique principalement humanitaire. On n'a pas eu le temps vraiment d'en parler là, mais là, par rapport aux ONG et toute cette chose-là qui, au Liban, et cette approche qu'une partie de la gauche en Europe a soutenue à un moment, parce que aussi, voilà, il y a eu la situation d'Oslo, et que Oslo semblait être, c'est pas non plus pour juste jeter la pierre à la gauche à l'époque, c'était aussi qu'il y avait vraiment une partie du mouvement qui pensait que ça était potentiellement une solution. Mais ce glissement vers l'humanitaire a fait que plein d'ONG se sont créées, mais ces ONG, et ça on nous l'a vraiment souligné dans beaucoup d'échanges qu'on a eu dans les camps de réfugiés palestiniens, oui, et c'est un outil de dépolitisation extrême. Où tout d'un coup on va venir avec on va créer des ONG qui ont besoin de fonds, et pour avoir ces fonds, on va dire, ok, en fait, il faut arrêter de parler de libération de la Palestine de la mer au Jourdain, ou il faut arrêter de parler de résistance armée, il faut arrêter de... Et on nie l'identité palestinienne. Et ça, au Liban, on l'a vraiment vu de manière très forte, et c'est quelque chose que dans la gauche, on doit vraiment dénoncer. Et c'est vraiment, on nous l'a dit clairement comme ça, c'est un cancer pour la résistance dans les camps. La situation est telle qu'énormément de gens ont arrêté totalement, parce que malheureusement, dans la situation dans les camps, ils sont dépendants en fait financièrement, parce qu'ils n'ont pas le droit, par exemple au Liban, les Palestiniens et les Palestiniennes n'ont pas le droit de travailler dans la société libanaise. Du coup, les seules opportunités pour travailler, c'est de travailler pour des ONG, et du coup se dépolitisent parce que pour des questions de survie, ce qui est aussi normal. Mais nous, on doit absolument contrecarrer ça. Et très clairement, certaines ONG sont clairement des outils de l'impérialisme pour essayer de casser cette résistance qui se construit. Une autre chose que, pour nous qui fait un peu l'intérêt là-dedans, c'est justement reconstruire un internationalisme révolutionnaire avec le mouvement palestinien. On l'a dit un peu vite fait, il y a eu une grande période de l'internationalisme avec le mouvement palestinien. On a des exemples, on a eu des exemples aussi en Suisse avec par exemple Marc Rudin, artiste et militant, qui a rejoint le FPLP au Liban, qui a aussi pris les armes avec le FPLP quand il y a eu l'invasion au Liban. Nous, c'est quelque chose qu'on pense qu'il faut reconstruire, et pas que voir l'internationalisme comme cette chose d'aller là-bas et prendre les armes là-bas. Les camarades qu'on a vus là-bas nous ont clairement dit des gens pour prendre les armes, on en a assez ici, il n'y a pas besoin de venir là-bas pour ça. C'est avoir une vision internationaliste, c'est aussi agir ici et travailler dans notre contexte politique et attaquer justement tous ces soutiens au sionisme ici de toutes les manières qu'on puisse.
On pense aussi que c'est important de se solidariser avec toutes les organisations palestiniennes qui subissent la répression actuellement en Europe. Il y en a plein. On travaille très proche d'une organisation qui s'appelle Samidoun, qui vient de se faire interdire en Allemagne. Ils ont un groupe qui est actif aussi en France, qui s'appelle Palestine Vaincra, qui va se faire interdire dans les semaines qui viennent. Donc ils ont une interdiction plus un potentiel procès pour apologie du terrorisme. Du coup, pour nous, c'est très important qu'on se montre solidaire avec ces organisations. Une autre chose très pratique et qui est aussi proche de nous et qui fait ce lien internationaliste et qui est lui-même est une figure de l'internationalisme, c'est militer pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est actuellement dans sa 40e année d'emprisonnement en France, qui est libérable depuis longtemps, mais qui n'a jamais été libéré car il n'a jamais renié ses positions politiques. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui participe toujours à la vie politique, que ce soit à la vie politique française, que ce soit à la vie politique par rapport à ce qui se passe en Palestine. Il est toujours actif. Il n'a jamais voulu renier les actions auxquelles il a pu participer ou lesquelles, du moins, il était accusé de participer. Et pour nous, c'est tout un symbole et aussi une force qui l'amène dans le mouvement ici. C'est aussi faire un lien avec la gauche en Europe. Et par ce lien-là, en tout cas, nous, en tant qu'organisation, nous avons énormément appris et nous avons énormément évolué grâce aux campagnes autour de sa libération et le lien qui a été créé avec d'autres organisations palestiniennes. Donc, pour nous, c'est plus que juste une personne, c'est vraiment quelqu'un qui fait un lien entre les différentes luttes. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup Guillaume pour cette intervention. On va prendre 2-3 questions parce que le temps est passé très vite. Donc je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit panorama des différences structurelles entre les résistances à Gaza et en Cisjordanie, ce qui fait que on n'est pas sur la même configuration, on est sur la même potentialité, etc. Palestinienne, on l'a dit, il n'y a pas d'économie en Cisjordanie. Pour comprendre ce qui se passe, il n'y a pas d'économie parce qu'Israël n'a jamais laissé se développer une économie. Et donc, c'est une économie assistée. Donc, c'est uniquement la Cisjordanie survit uniquement grâce à l'aide internationale, entre autres de l'Europe, qui est très importante. Donc, du coup, l'autorité palestinienne se comporte comme une autorité de gestion de l'occupation et même participe avec ce qu'on appelle la sécurité d'Israël, ce qu'on appelle la coopération sécuritaire. Et donc, joue un rôle répressif, ça c'est quelque chose d'objectif. Cette autorité palestinienne joue un rôle objectif. Dans la répression et en amont. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la coopération sécuritaire, c'est arrêter les gens avant qu'ils fassent des opérations. S'il n'y avait pas aujourd'hui ce qu'on appelle la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne, où tous les anciens militants du Fatah sont devenus en fait des flics de l'occupation, en vérité, eh bien il y aurait énormément d'opérations en Cisjordanie. Il faut bien avoir ça en tête. Bien sûr, il y a tout un passé, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on menace. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois que l'autorité palestinienne fait ça, alors elle a ses responsabilités, on est bien d'accord, elle est complètement discréditée aujourd'hui. Il y a des sondages qui le montrent, il n'y a plus de Palestiniens aujourd'hui qui la soutiennent. Il y a des tensions énormes au sein même de l'autorité palestinienne. Il y a eu une pétition de 80 fonctionnaires de l'autorité palestinienne il y a quelque temps qui menacent Mahmoud Abbas qui le menace d'une sédition ouverte si jamais il ne soutient pas la résistance à Gaza. Et ces gens-là, il faut savoir, ces 80 sont menacés de mort directement par Israël aujourd'hui. Israël qui leur a envoyé des textos « on va vous tuer ». Vous voyez, au niveau de la situation d'aujourd'hui. C'est hallucinant. Et le problème, c'est que si Mahmoud Abbas même ne marchait plus, lui-même serait déjà éliminé. Comme on l'a fait pour Yasser Arafat, parce qu'évidemment qu'il a été assassiné, Yasser Arafat. Donc ce que je veux dire, c'est que donc en Cisjordanie, c'est très difficile de développer des formes de résistance.
On a des formes de résistance qui sont spontanées. Aujourd'hui, le Fatah tient bien la situation en main, malheureusement. Donc, toutes les formes de résistance sont soit très clandestines et doivent à la fois braver l'autorité palestinienne et aussi Israël, qui intervient directement. Mais aussi, le problème, c'est qu'on a... et puis aussi le problème du Fatah, parce qu'il faut savoir, c'est que l'autorité palestinienne fait vivre pratiquement toute la Cisjordanie par des subsides. Et un salaire d'un fonctionnaire palestinien permet de nourrir 2 ou 3 familles. Donc c'est très compliqué parce que se joue la survie des familles. Et c'est l'argent de l'Union européenne. Et l'Union européenne ne donne de l'argent que si les Palestiniens sont gentils. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'ils acceptent l'occupation. C'est-à-dire que l'Union européenne a un rôle direct dans la répression aujourd'hui, parce que l'Union européenne menace de couper les vivres aux Palestiniens si jamais Mahmoud Abbas cesse de croire à la fiction du processus de paix. Oui, parce qu'il faut savoir, il y a un mythe qui a été inventé qui s'appelle le processus de paix. C'est un des mythes les plus incroyables qui puissent exister. C'est qu'on fait croire qu'il existe aujourd'hui un processus de paix. Aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel sioniste, il va dire « Ah, mais moi je suis pour la paix, je suis pour 2 États », sachant très bien que c'est parfaitement impossible de toute façon. Quand bien même les gens seraient pour un État palestinien, on le voit bien, cet archipel de colonies partout. Il y avait 130 000 colons avant les accords d'Oslo, ils sont 700 000 maintenant. Ils sont 700 000 maintenant. Vous comprenez le problème? Donc les accords d'Oslo ont permis de multiplier par 7 le nombre de colons. Voilà, c'est la seule solution, le seul résultat. Donc évidemment, la résistance est très difficile en Cisjordanie. Par exemple, un Palestinien, moi j'ai des récits de camarades palestiniens qui me disent un Palestinien arrive en Cisjordanie, il vient de France, il a fait sa thèse en France, il veut retourner au pays, essayer d'avoir un poste, mais si jamais il n'a pas la bonne configuration politique, il n'aura jamais de poste de toute façon, à l'université de Birzeit ou ailleurs. Mais le problème, c'est que si jamais on ne le voit plus pendant une semaine, aussitôt, la police débarque chez lui. Où est-ce qu'il est? Il a dû rejoindre la guérilla, etc., etc. Il est devenu clandestin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un flicage qui est absolument incroyable. Donc c'est très compliqué en Cisjordanie. Et malgré tout, on a ces mêmes organisations de résistance qui sont à Gaza, on les a aussi en Cisjordanie, mais clandestines. On a Hamas, le djihad islamique, on a le FPLP, on a le FDLP, mais surtout Hamas, le djihad islamique, et le FPLP qui est quand même présent dans les camps. Le parti des camps, rappelez-vous, le FPLP, c'est le parti des camps, des réfugiés. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut dire. Juste un petit point que je veux ajouter qui me permet, c'est le lien qu'il y a entre, et c'était pour surenchérir dans ce que notre ami a dit, c'est le formidable lien qu'il y a entre la lutte palestinienne et ici. Alors, le cinéaste Godard avait commencé à le dire avec ce fameux film « Ici et ailleurs », où il essayait de faire le lien entre là-bas, comment on peut recevoir ici les images de ce qu'il y a là-bas, en quoi on peut se sentir concerné. Mais il faut comprendre que, alors pour paraphraser la fameuse phrase de Fanon, vous savez, chaque génération reçoit une sorte de mission, et il tient à elle de l'accomplir ou de la trahir, quelque chose comme ça. La mission d'aujourd'hui, c'est la Palestine. Comme ce fut le Vietnam hier. Comme ce fut les guérillas en Amérique latine hier. Mais songeons à l'énorme impact de la résistance vietnamienne, qui est bien au-delà de la simple résistance d'un peuple. C'est que la résistance vietnamienne, et son triomphe, a réellement mis à genoux l'impérialisme. Et il faut tout de suite comprendre, mettre en relation les situations sociales qu'il peut y avoir en Europe à l'époque de la guerre du Vietnam, avec cette résistance vietnamienne. C'est qu'il faut comprendre que l'impérialisme, subissant un échec majeur au Vietnam, s'en trouve considérablement affaibli. Et cet affaiblissement de l'impérialisme, on va en profiter en Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui explique aussi que dans les années 70, moment de grande défaite de l'impérialisme, eh bien, il y a beaucoup de conquêtes sociales en Europe. Ce n'est pas uniquement par le génie des simples Européens, des organisations, etc. C'est parce que l'impérialisme est terriblement affaibli. Et qui dit impérialisme affaibli, donc la tête de pont de l'impérialisme américain, eh bien, cela va se défalquer sur tout le reste. C'est qu'il est évident que l'arrogance du patronat n'est pas la même quand l'impérialisme est complètement est affaibli. Et il a été de façon majeure au Vietnam, parce que c'est une vraie défaite au Vietnam. Avec, rappelez-vous, cet ambassadeur américain qui s'embarque sur l'hélicoptère, le drapeau américain sous le bras, et qui s'accroche sur le toit de l'ambassade et qui s'enfuit, avec les chars nord-vietnamiens qui défoncent l'ambassade, les grilles de l'ambassade américaine. Bon, vous voyez, donc quand l'impérialisme subit une défaite, cela est bon pour nous. Ce qui se passe en Palestine, c'est ça aujourd'hui.
Les gens doivent comprendre que si... Alors, c'est quoi une défaite? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais dit que les Palestiniens vont réussir à atteindre la Maison-Blanche, pas encore, peut-être. Mais on va attendre encore quelques jours, peut-être. Mais on sait bien c'est une telle dissymétrie au niveau de... asymétrie au niveau de la lutte que, bien sûr, mais la simple résistance, si les Palestiniens s'en tirent, s'ils réussissent à imposer ne serait-ce qu'un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un mot d'ordre qui est très important, et qu'ils réussissent à imposer, à résister et à tenir le coup, sans que les objectifs de guerre israéliens soient atteints, c'est une victoire. Comme ce fut le cas en 2000, quand Hezbollah réussit à chasser l'armée israélienne du Sud-Liban, comme ce fut le cas en 2006, quand Hezbollah réussit à faire partir la queue entre les jambes, si je puis dire, l'armée israélienne du Liban également. À chaque fois, c'est vécu comme une défaite, mais pas uniquement une défaite d'Israël, c'est une défaite de l'impérialisme. Les Palestiniens aujourd'hui affrontent tout l'impérialisme. On envoie le plus grand porte-avions américain. Vous vous rendez compte, le plus grand porte-avions américain, porte-avions nucléaire, et avec toute une flotte, est actuellement dans les parages et menace directement d'intervention, y compris nucléaire, l'Iran. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est ce que je voulais dire également, c'est qu'on n'est pas uniquement dans une guerre locale, on est dans une guerre locale, régionale, et qui a à mettre en rapport aussi avec, apparemment, le piétinement de l'impérialisme en Ukraine, parce que cette guerre aussi, il faut aussi qu'elle cesse en Ukraine, hein, et il faut aussi qu'elle cesse par des négociations de toute façon. Or l'impérialisme ne le veut pas, il voudrait, bon, on voit bien, hein, donc il faut mettre ça aussi en relation. C'est que ces 360 km² que constitue Gaza, avec un quart de la population de l'Île-de-France seulement, ont une superficie stratégique bien plus considérable que leur superficie géographique réelle. C'est là le point de contradiction majeur qui a déterminé la bataille majeure, comme à un moment, la bataille pendant la Seconde Guerre mondiale se situe à Stalingrad. Il y a avant et après. Là, c'est pareil. On a avant et après. Et cette résistance palestinienne, et tu as eu raison de le souligner, on a 14 organisations qui font partie de ce qu'on appelle la Chambre des opérations, actuellement. On a y compris le FPLP, qui fait des communiqués tous les jours. On a le FPLP qui combat, on a le FDLP qui combat, on a le Parti communiste qui combat, on a les comités populaires. On a beaucoup de groupes actuellement qui combattent à Gaza. Ce n'est pas uniquement Hamas. On a 14 groupes qui font partie de ce qu'on appelle la Chambre des opérations communes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas. Donc c'est une lutte populaire, c'est une lutte nationale. Toutes les associations, il y a beaucoup d'associations à Gaza, hein, il y en a 40, plus de 40, elles sont toutes, y compris les associations de femmes, etc. Il faut arrêter avec ce narratif absolument incroyable qu'on tente de nous... C'est tout un peuple qui lutte et qui résiste. Ils savent très bien que si jamais ils perdent, ils vont tous perdre. Et s'ils sont exterminés, ils seront tous exterminés. Tout le peuple palestinien, y compris, c'est pour ça ce qui explique en Cisjordanie, c'est très important ce qui se passe actuellement. C'est pas rien. Toutes les nuits, l'armée israélienne prend d'assaut tout ce qu'on appelle les Casbahs, hein, de toutes les villes de Cisjordanie. Ville après ville, toutes. Il y a des vidéos qui arrivent, c'est absolument... Toutes les nuits, il y a des combats en Cisjordanie. Toutes les nuits, il y a des combats. Alors, ils n'ont pas les moyens de Gaza, mais avec des armes même rudimentaires, des explosifs, des choses comme ça, ils attaquent les convois blindés et tout. Donc c'est très important de comprendre que c'est la lutte de tout un peuple. C'est la lutte du moment. Et de la même façon que toute une jeunesse a été engagée auprès de la guerre du Vietnam, enfin pour la guerre du Vietnam et pour la victoire vietnamienne, c'est le cas aujourd'hui. Notre génération, c'est réellement la génération palestine. Et d'ailleurs, on le voit bien, malheureusement en France, oui, le degré de répression a atteint un tel niveau, mais on voit bien aux États-Unis, même toute la jeunesse juive des campus, etc., est complètement engagée. C'est extrêmement important ce qui se passe d'un bout à l'autre de la planète. Comment expliquer sinon? C'est pas parce que le peuple palestinien est gentil, hein, c'est parce que tous ces peuples, alors de la même façon que le sionisme aujourd'hui et qu'Israël réussit, c'est ce qu'on disait, réussit à rassembler les forces les plus réactionnaires de la planète aujourd'hui. Et ça, les masques sont tombés. On a aujourd'hui en France même l'extrême droite qui est aux côtés d'Israël, c'est absolument hallucinant. Toute la pire des réactions est aux côtés d'Israël. Au moins les choses sont claires maintenant. Tout l'impérialisme est là. Et cela va avoir des incidences sur nous. C'est pour ça qu'une défaite de là-bas aura des conséquences positives pour nous. Vous comprenez le problème? Parce qu'aujourd'hui, ce soutien à Israël permet de faire même passer des tas de lois qui sont apparemment loin de la Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça va être un renforcement de toutes les forces les plus réactionnaires de la planète autour de cette défense de l'invasion israélienne. Nous, à l'inverse, c'est exactement le contraire. Et si tous les peuples de la Terre se reconnaissent dans le peuple palestinien, c'est pas uniquement parce qu'il est gentil, parce qu'il danse bien, hein, et qu'ils aiment la dabké ou le hummus. Le Hamas, il faut dire comment? Le hummus, hein.
on a trouvé les... Oh, non, je rigole, excusez-moi, ça fait du bien un petit peu de temps en temps, parce qu'on est une telle tension, mais je repense à une parodie que j'ai vue d'un soldat israélien qui est en train de dire « Nous avons trouvé le hummus », puis il montre une assiette de hummus, quoi. Nous avons trouvé le Hamas. Enfin bon, bref, c'est stupide de ma part, excusez-moi. Excusez-moi ce petit passage stupide. Et non, mais si tous les peuples se reconnaissent dans le peuple palestinien, c'est qu'ils voient bien. C'est pas uniquement. Bon, t'as raison, c'est la dignité, etc. Mais ils voient bien que cette victoire palestinienne aujourd'hui, ce sera la leur. Ce sera la leur, d'un bout à l'autre de la planète, du Chili jusqu'en Indonésie. Comment expliquer sinon ces millions de personnes? On ne fait pas ça uniquement. Parce que, je veux le dire franchement, il y a d'autres peuples qui martyrent, c'est la vérité. Hein, on peut en citer des tas, les Rohingyas, les Ouïghours, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas ça. C'est pas ça qui mobilise. Les gens voient la lutte palestinienne, ils voient directement le lien qu'il y a avec leur propre capitalisme, leur propre impérialisme. Et de façon intuitive, les peuples ont une intuition politique, beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et ils savent, d'abord de par l'histoire du peuple palestinien, mais pas uniquement, ils savent à quel point ça aura une importance chez eux. Et c'est pas un hasard si toutes les forces réactionnaires sont liées contre le peuple palestinien. Jamais un peuple n'a affronté autant de forces ennemies à la fois. Il affronte les Américains. Vous savez qu'il y a des Américains qui sont directement sur place, sur le terrain. On a des rapports. Des soldats américains sont avec les forces israéliennes actuellement. Des conseillers militaires sont sur le terrain. Et soldats américains en tant que tels, des conseillers. Mais la France dit qu'elle échange des renseignements avec l'armée israélienne. Comment le Cornu, l'a dit, le ministre de la Défense. Nous échangeons des renseignements, c'est normal. Une armée d'invasion, fasciste, génocidaire, mais c'est pas grave, La démocratie française. Non mais c'est incroyable. Et puis pareil pour tous les pires réactionnaires. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, excusez-moi, mais c'est important de comprendre ce lien. C'est la lutte du moment, c'est le Vietnam de cette génération. C'est pas hasard si dans les manifestations, on le voit bien à Paris, ça doit être pareil ici, il y a énormément de jeunes, et c'est l'avenir. La Palestine est l'avenir du monde, d'une certaine façon. Cette lutte palestinienne, elle est fondamentale. Il faut qu'elle triomphe. Ils ne demandent pas la lune, ils demandent juste de survivre. Ils ne demandent pas la lune. C'est tout. Ce qui pour nous est... Voilà. Donc un petit peu ce que je voulais dire, cher ami, je t'ai coupé la parole, mais c'est un peu ça. Y a-t-il une autre question? Pardon? Oui? Ouais, moi je me demandais, là, ça parlait pas mal de lien international, et différents groupes, il y a plein de choses qui ont été abordées, mais une chose à laquelle on s'est confronté avec des camarades, etc., c'était de savoir où on trouve l'information, en fait. Où est-ce qu'on lit directement les différents groupes sur place, peut-être au Liban, ailleurs, quitte à utiliser des logiciels de traduction, etc. Ah oui? Et ça, c'est quelque chose on a eu en tout cas pas mal de plaintes, en tout cas peut-être dans les premiers temps, peut-être ça a changé d'ici là, mais apparemment il y a quand même toute une propagande, comme là, des mots d'ordre politiques qui circulent, on aimerait bien en avoir accès, quoi, en fait. Oui, excuse-moi, mais c'est vrai, tu as... Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est fondamental. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Et c'est fondamental, et surtout une information qui est absolument hallucinante, parce qu'en France, on voit bien, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais c'est absolument incroyable. On a M. Rafovix, porte-parole de l'armée israélienne, que je connais de réputation depuis au moins 40 ans, un fasciste, hein, et qui peut raconter n'importe quoi. Il peut raconter l'autre jour sur BFM, il peut dire, vous savez, nous sommes au Moyen-Orient, les Arabes ne comprennent que la force. Il peut dire ça sur une télé française. Il a dit ça l'autre jour. Vous savez, les Arabes... Alors il a dit quand même, il pourra toujours se dire, non mais je parlais du Moyen-Orient. Oui, bien sûr, tu ne parlais pas d'ici non plus. Non mais bien évidemment, les Arabes ne comprennent que la force. Nous disons, nous, c'est Israël qui comprend que la force. Le problème, il est là. Et c'est l'impérialisme qui comprend que la force. L'information, on peut la trouver. Alors, tu as raison, il y a le journal libanais Al-Akhbar. Google vous donne Al-Akhbar, qui est le premier quotidien libanais. Vous avez sinon Al Jazeera en anglais, Al-Mayadin aussi en anglais. Ce sont des chaînes satellitaires. Al-Mayadin, Al Jazeera, qui est quand même et en plus même qui est très objectif, c'est-à-dire que ils font vraiment du boulot très objectif, c'est reconnu par tout le monde. Et c'est vrai que ça manque terriblement. Sinon, il y a Gaza News surtout qui est important, que vous trouvez sur Twitter, que vous avez aussi sur Telegram, sur la plateforme Telegram aussi, Gaza News, qui est très important, vous avez des communiqués à la seconde même, au fur et à mesure qu'ils apparaissent, avec même des vidéos, des combats, etc. On n'aime pas les combats, mais vous savez, pendant la guerre du Vietnam, on avait quand même une vision des combats. Là, c'est une guerre où on n'a pas de combat, on ne voit rien. Vous voyez ce que je veux dire? On sait le nombre de morts. Par exemple, hier, rupture de la trêve, en une journée, il y a eu 100 morts. 100 morts. Et principalement des enfants.
puisque les combats aujourd'hui se situent... Il faut savoir que c'est la première fois quand même, c'est assez extraordinaire, on a affaire à une guerre dont l'essentiel des combats se situe autour des hôpitaux. Vous avez déjà vu cela ? 26 des 33 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus, mais l'essentiel des combats, ce sont les résistants qui combattent pour défendre les hôpitaux. Non mais où on a vu cela ? C'est ça les combats, c'est autour des hôpitaux. Et là, autour de l'hôpital Al-Nassr, on a des combats furieux, Et on ne les voit pas, mais ce sont des résistants, et c'est ce qu'on disait, en même temps, c'est un peu touchant, et en même temps, ça peut faire sourire, mais on a des combattants qui sont en pantalon Adidas, et l'autre, sur la photo, pieds nus, en pantalon Adidas, avec un lance-roquette. Le soldat israélien, lui, il a gilet pare-balles, il a casque, il a etc. On a des combattants qui sont vraiment en pantalon Adidas et pieds nus, l'autre en tongs, en train d'allumer un char. Non mais c'est ça, c'est une guerre qui est incroyablement dissymétrique. C'est une guerre héroïque, mais absolument héroïque. Et donc, au niveau, voilà, donc Mayadeen, Al Jazeera, Gaza News. Par exemple, les communiqués qui peuvent être faits par les différentes forces. Ah bah, c'est dans Gaza News. Ah ouais, Gaza News donne tous les communiqués. Alors voilà, une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est importante, c'est que, et c'est ce qui permet, c'est que la résistance palestinienne aujourd'hui ne combat pas seule. Il y a des forces régionales qui sont importantes. Il y a 3 niveaux dans cette guerre. Il y a l'aspect local, l'aspect régional et l'aspect international. Alors si, effectivement, les Palestiniens affrontent tout l'impérialisme, qui menace directement, vous avez vu les déclarations de Nasrallah l'autre jour, qui a répondu « si l'impérialisme nous menace, nous pouvons aussi menacer ». Et nous avons aussi des missiles terre-mer qui peuvent atteindre aussi la flotte américaine. Donc c'est à ce niveau, c'est quand même pas rien. Ils disent, les Palestiniens tiennent pour l'instant, c'est bon, nous occupons des Américains avec les Irakiens. Et toutes les bases américaines sont actuellement attaquées, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, etc. Donc c'est important. Donc c'est une guerre où intervient un groupe, une alliance, si vous voulez, qu'on appelle l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est un axe qui avait, l'expression date de l'époque encore de Kadhafi. C'est à l'époque où Reagan avait dit « il existe un axe du mal ». Il existe un axe du mal, c'est la Libye, c'est la Syrie, etc. Donc pour répliquer, eux, ils avaient dit non, c'est l'axe de la résistance en fait. Bon, alors cet axe de la résistance aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Hezbollah au Liban, c'est la Syrie, à partir du Golan, c'est l'Irak avec tous les groupes, mais tout ça, c'est au moins une centaine de groupes, parce qu'on ne connaît pas ici, mais il y a en tout au moins une centaine de groupes. En Irak, il y en a énormément de groupes de résistance. Donc c'est à la fois le Liban, la Syrie, l'Irak et je le dis, et l'extraordinaire Yémen, qui sort d'un génocide, mais un véritable génocide alimentaire. Vous savez que c'est le plus grand génocide alimentaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'a subi le Yémen. Une opération absolument incroyable où la France était impliquée. La guerre qu'il y a eu au Yémen, je ne sais pas combien de peuples, mais c'est effroyable. Eh bien, les Yéménites aujourd'hui sont complètement aux côtés de la résistance palestinienne. Et depuis le Yémen, attaque, envoie des drones et des missiles en disant, et c'est au Yémen qu'il y a eu les plus grandes manifestations pour la Palestine. Alors c'est incroyable, ce peuple qui a été complètement, et qui se relève et qui... La Palestine, c'est une cause, mais sacrée, et je crois qu'il n'y a rien de plus important pour les Yéménites que la cause palestinienne. Et ils envoient donc des drones, ils envoient des missiles qui sont interceptés par la flotte américaine en mer Rouge. Donc ils ont arraisonné 3 navires. Donc voilà. Donc cette guerre, elle prend des dimensions très importantes au plan, et c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Donc c'est important de le dire, c'est que c'est une guerre qui peut aussi dégénérer en guerre régionale, avec toutes les conséquences. C'est pour ça qu'il est urgent d'obtenir un cessez-le-feu, je veux dire, parce que ça va être beaucoup plus de souffrance, ça va être beaucoup plus pour tous les peuples, etc. Mais c'est une chose, c'est l'impérialisme qui, d'une certaine façon, veut gagner au Moyen-Orient ce qu'il a perdu en Europe. Ce qu'il n'a réussi pas à obtenir en Europe avec la guerre d'Ukraine, c'est clair. Et voilà. Désolé, cher ami. Si jamais aussi pour un canal Telegram qui parle pas mal de l'activité de la résistance, il y a un canal en anglais qui s'appelle Resistance News Network qui parle aussi... Alors si vous êtes... C'est assez anxiogène parce qu'il y a des news toutes les 10 minutes dessus, mais par contre, il y a vraiment toutes les informations, il y a tous les communiqués qui sont traduits en anglais, et aussi de tout l'axe de la résistance, comme tu l'as dit, dessus. Et moi, après, ceux que je peux conseiller aussi, qui sont moins dans l'actualité au jour le jour, mais pour avoir certains communiqués aussi d'organisation, moi je peux
Clairement, alors je ne sais pas pour combien de temps il sera encore en ligne, mais le site du collectif Palestine Vaincra en France, qui est francophone, alors vu qu'ils sont bientôt interdits, je pense que leur site risque de sauter bientôt, mais je pense que c'est un très bon site aussi pour avoir une information un peu peut-être plus politique aussi par rapport à la situation. Alors, merci pour vos deux précisions sur les informations. On va terminer conclure cette rencontre en revenant un peu en Suisse. On va parler, c'est quelque chose qui nous tient au cœur aux Jeunes Pop. On va parler du 16 novembre, la venue de Macron à Lausanne. Quelle chance! Oui, on a été très, très chanceux de le recevoir. Quel honneur! Il est venu à l'université de Lausanne et la manifestation qui avait lieu en son honneur pour contester sa venue et ses positions sur la Palestine a été réprimée dans la violence. Plus tard dans la journée à Renan, on a eu 3 camarades qui se sont fait arrêter par la police pour avoir scandé un Macron démission. 2 Macron démission, plus précisément. Et ces camarades se sont retrouvés au poste de police à la Blécherette. On a déposé, nous, en tant que parti, des interventions au législatif cantonal pour interpeller et demander des réponses à l'exécutif du canton. On a ici, ce soir, avec nous, une des interpellées qui souhaiterait témoigner et expliquer plus en détail son arrestation. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous et surtout merci à Youssef Boussouma.